Donc, bonjour, je suis Anne-Claire Faure d'Espul. Je suis chargée de projets photovoltaïques et réseaux. Donc, entendu réseau électrique pour ma part. Je voulais juste refaire un point sur l'historique d'Espul. Sans doute que la plupart d'entre vous, ou peut-être pas d'ailleurs, mais savent cet historique, mais c'est toujours important pour nous de le redire. On est né en fait en 1992 parce qu'en 1992, il n'y avait pas de photovoltaïque raccordé au réseau. Et donc notre association est née à ce moment-là, lorsque a pu être accordée la première fois une installation photovoltaïque. Pour information, elle était raccordée en autoconsommation. À l'époque, c'était le compteur qui tournait à l'envers, modèle qui n'est plus possible aujourd'hui. Mais voilà, c'était un modèle à l'époque. Donc c'est important. Donc on est vraiment, nous, très attachés au photovoltaïque raccordé au réseau. Et c'est vraiment notre spécificité. Bon, par la suite, on a accompagné tous les programmes en fait, européens qui ont pu développer le photovoltaïque, notamment en France, sur 300 maisons, des programmes importants. Et puis ensuite, on a accompagné aussi tout ce qui est la mise en œuvre de l'obligation d'achat dans les années 2000. Et puis, on est encore aujourd'hui présent sur ces questions-là. Pour redire aussi que Espul, c'est ouvert au niveau des activités. Donc l'activité photovoltaïque est encore bien sûr présente, mais on a aussi bien sûr l'activité info-énergie, aussi toute une activité sur les réseaux et planification énergétique, une activité éducation-sensibilisation, une activité aussi informatique, support, etc. Moi, bien sûr, aujourd'hui, je suis en tant que photovoltaïque, donc je vais vous zoomer un tout petit peu nos activités photovoltaïques et notamment vous parler de notre centre de ressources nationales dont la vitrine est photovoltaïque.info, que sans doute vous avez déjà dû parcourir, qui est vraiment pour nous l'endroit où on peut transmettre toute l'information que nous avons, notamment sur les questions réglementaires, mais pas seulement. Voilà, c'est important que je vous dise aussi que ce centre ressources, il est cofinancé par l'ADEME à 50%, ce qui veut dire qu'on est toujours en recherche de financement pour les 50% restants. Donc voilà, n'hésitez pas aussi, si vous êtes intéressé pour devenir mécène, pour nous aider aussi, que ce soit par des dons aussi, voilà, n'hésitez pas. On va aussi lancer des campagnes de crowdfunding, notamment parce qu'on a prévu de revoir ce site internet. Vous avez peut-être que vous trouvez qu'il est un peu vieux, qu'on ne trouve pas toujours les informations facilement. Donc ça, c'est prévu de le refondre. Voilà, donc je vous le dis, n'hésitez pas à regarder nos actualités et puis nous aider aussi à contribuer à ce centre de ressources. Dans cette activité-là, en fait, on se doit d'être neutre, indépendant. On est vraiment là pour transmettre de l'information à tous, que ce soit des particuliers ou des professionnels. Voilà, donc dans une sorte de mission de service public, on peut dire ça comme ça. On a un rôle, notamment dans ce centre de ressources aussi, d'être en lien avec Enedis, avec EDF, pour remonter les problématiques du terrain. Et puis proposer aussi des améliorations, notamment en termes de simplification administrative. On a aussi des activités en fait, de prestations, notamment on fait des AMO, on peut aussi avoir des activités de formation auprès d'organismes. Et puis on est aussi, vous avez pu les voir tout à l'heure dans le couloir, mais on a aussi une filiale, EPIS, qui fait de la supervision photovoltaïque. Je ne m'étends pas plus sur ce qu'on fait, je vais juste vous redire le périmètre de mon intervention et vous redire qu'aujourd'hui, je ne vais parler que des petits systèmes. Alors, petit, moyen système, donc jusqu'à 100 kg. Je ne vais pas vous parler d'appel d'offres aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment se focaliser sur en fait, l'arrêté tarifaire. Donc là, c'est un aspect très réglementaire en fait. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre de l'arrêté tarifaire? On aura aussi un échange en fait, avec Nicolas. On va avoir des échanges, c'est-à-dire que des fois, je vais parler, puis juste après, il va parler. Voilà, l'idée, c'est de rendre un peu plus aussi interactif et puis avoir le retour tout de suite en fait, professionnel aussi de ce que je vais pouvoir, moi, dire, qui est assez réglementaire et assez, finalement, entre guillemets, figé, quoi. On parlera d'autoconsommation aussi. Donc, à la fois, moi, j'aurais toujours cet aspect un peu démarche, qu'est-ce qu'on peut faire, dans quel cas de le faire. Un petit zoom aussi sur l'autoconsommation collective. Voilà, donc, je vais pouvoir vous dire qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui. On fera un petit point aussi sur ce qui se passe aussi concrètement en région ici. Et puis, voilà, donc... Nicolas parlera aussi plus de l'aspect marché. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi que je vais avoir des slides qui vont être sous forme de questions. Vous allez devoir répondre à A, B, C ou D. Voilà, l'idée, ce n'est pas de vous piéger, mais c'est aussi de faire une forme un peu différente, on va dire, d'interaction avec vous. Et puis parce que, vous allez voir qu'il y a des réponses pas forcément faciles, que nous, on se doit de... face auxquelles on est aussi un peu coincé. Donc, c'est aussi pour vous mettre dans nos positions. Alors, ça, c'est toujours très important avant de parler de dispositifs de soutien. C'est déjà pourquoi on en fait.
Pourquoi aujourd'hui on a des tarifs d'achat? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a besoin, alors ça on le sait parce qu'on a besoin au niveau économique, mais pourquoi l'État met ça en place? Clairement parce qu'il faut respecter nos engagements nationaux. C'est écrit, c'est nationaux et européens d'ailleurs. Donc la loi de transition énergétique a affiné a précisé certains objectifs, mais voilà, rappelez que l'objectif c'est quoi? C'est 27% en 2020 de part d'énergie renouvelable électrique, 40% en 2030. Donc ça c'est un objectif global, toute énergie renouvelable électrique. Au niveau de l'énergie photovoltaïque, on est sur un objectif de puissance qui est inscrit dans les textes de la PPE. Donc là l'objectif c'est quoi? C'est 10,2 gigawatts en fin 2018 de photovoltaïque en France, et 18,2 à 20,2 gigawatts en 2023. Il y a un objectif un petit peu en fourchette. Pour information, dans le scénario négawatt, on est sur 100 gigawatts à 2050, pour donner un peu les ordres de grandeur aussi, de viser à plus long terme. L'objectif des dispositifs de soutien, c'est respecter les engagements, c'est donc assurer le financement des installations. Et ce qui est important aussi, moi j'aime bien le rappeler, c'est procurer une rentabilité raisonnable des capitaux investis sur la durée de vie. Voilà. Il y a un objectif qui est de ne pas générer trop de rentabilité, mais il faut quand même qu'il y ait une rentabilité raisonnable. Ça, c'est des choses qui sont inscrites dans la loi, enfin en tout cas dans les codes de l'énergie. Alors là, ma première question, c'était de vous poser, à votre avis, quelle part de production photovoltaïque couvre les besoins en France? Je vais peut-être le formuler en sens inverse. On a une certaine consommation en France, et quelle part provient de la production photovoltaïque? Il y en a qui disent la C, et donc je vois que ce sont des gens bien informés. Effectivement, en France métropolitaine, on a donc 1,7% d'électricité qui est donc fournie par la production photovoltaïque. Et nous, en Rhône-Alpes, nous sommes à 1,2%. Je pense qu'on pourrait faire mieux. Ce sont des données là, du coup, à fin mars 2017, qui évoluent chaque année, mais ce n'est pas non plus des évolutions très très importantes. Je vais plutôt me focaliser là sur l'objectif de puissance. Donc je vous ai dit, on vise quoi? On vise 10 gigawatts en 2018, que je ne me trompe pas. Et là, la question c'est, à fin mars 2017, à combien sommes-nous en gigawatts? C. Donc nous avons encore des gens bien informés. Donc effectivement, nous sommes à 6,8 gigawatts. Alors, on pourrait dire, ça va, on a 70%, je crois que ça fait 70%, je crois, des objectifs à fin 2018. Ça veut dire qu'on n'est quand même pas tout à fait là. Quand on regarde les documents des gestionnaires de réseau, ils nous rassurent, entre guillemets, parce qu'ils disent, avec tout ce qu'il y a en file d'attente, c'est bon, on devrait bien atteindre les objectifs de puissance. Là, ce qu'il faut quand même regarder, c'est qu'en 2016, on a eu seulement 500 mégas, bon, presque 600, on va dire, mégas raccordés. Et puis en 2017, on va être en projection à moins de 400 mégas. Donc aujourd'hui, finalement, on nous annonce plutôt des choses bien, mais on voit que depuis 2014, on ne fait que de baisser notre marché de raccordement. Bon, tout ça pour vous dire qu'on a besoin de vous et qu'il faut vraiment là que la dynamique puisse se lancer. Donc on a bien sûr aussi besoin que l'État le prenne en compte pour que les dispositifs soient plus adaptés. Donc ça, c'était un élément de contexte, mais qui me paraît important. Et rappeler aussi que l'État a pour cible, a donc dissocié chaque segment photovoltaïque, donc avec des tarifs d'achat, des appels d'offres, et puis ils ont visé des cibles. Donc en fait, pour les tarifs d'achat, ils aimeraient bien avoir 350 mégawatts par an. Donc on voit bien qu'on n'y est pas, puisque déjà, seul pour l'année 2017, tout segment compris, on sera à 400 mégas. Je rentre du coup tout de suite dans le vif du sujet avec l'arrêté tarifaire. Je reprécise bien qu'il concerne uniquement les installations sur bâtiment inférieurs ou égal à 100 kW de crête. Et là, je me focalise sur l'arrêté qui concerne la métropole continentale, la France métropolitaine continentale, sachant qu'il existe un autre arrêté tarifaire pour les dom-tom, que je n'aborderai pas. Bon, là, c'est juste une petite question un peu pour rentrer, pareil, un petit peu dans le... pour aborder, on va dire, l'arrêté photovoltaïque un peu par l'humour. Quelle formule ne fait pas partie de l'arrêté tarifaire? Parce que pour ceux qui ont dû le lire, les annexes sont bien fournies. Alors, qui dit la A? Comme ça, on va voir. Personne. La B? Un peu plus. La C? La D? Bon, vous n'êtes pas très joueurs. C'est la B. Le complément de rémunération, qui est défini dans l'appel d'offres autoconsommation. Je ne vais pas insister pour vous détailler ces formules. C'est vrai que c'est pour vous dire que le texte, il n'est pas facilement abordable, clairement. Faut s'y prendre à plusieurs reprises pour bien le comprendre.
L'enjeu de comprendre les formules, c'est qu'on peut un peu plus anticiper les tarifs, mais bon, dans tous les cas, les tarifs vont être publiés sur le site internet de la CRE, du ministère, et puis nous aussi, on a ce rôle-là un petit peu de publier les informations dès qu'elles sont accessibles. Donc voilà, c'était plus pour l'aspect informel. Et là, tout de suite, je vous montre donc les grilles tarifaires, donc comment est structuré l'arrêté tarifaire et comment vous allez pouvoir bénéficier de tarifs et à quel montant. La grille tarifaire, elle se dissocie en deux modes de rémunération. On a d'un côté la vente en totalité, donc j'injecte la totalité de ma production et je la vends en totalité. Et puis de l'autre côté, on a la vente en surplus, donc l'autoconsommation partielle avec vente en surplus, où là, vous allez consommer une partie et puis vendre le surplus. Je ne vais pas détailler tout de suite parce que je vais le faire au fur et à mesure, mais c'était bien pour que vous ayez conscience qu'il y a vraiment deux grilles qui, quelque part, fonctionnent de manière un peu indépendante. Et ensuite, elles ont bien sûr beaucoup de points communs. Des segmentations par puissance, 3, 9, 36, 100. Des segmentations aussi, une question de est-ce que c'est intégré au bâti, est-ce que c'est une implantation générale. Voilà, des points comme de ce sujet. Et puis après, vous avez surtout pour la vente en totalité un tarif d'achat. Donc vous vendez un tarif entre donc 11,5 et puis 23. Et puis vous avez, au niveau de la vente en surplus, vous avez une prime à l'investissement et puis un tarif fixe de vente du surplus, qui lui est beaucoup plus bas que le tarif en totalité, et puis qui est fixe. Alors que le tarif d'achat et puis la prime, ils sont amenés à évoluer chaque trimestre. D'ailleurs, pour ceux qui ont des bons yeux, vous pourrez voir que je ne suis pas à jour parce que je n'ai pas indiqué le trimestre actuel où là, on a eu les tarifs récemment. Donc, j'aurais pu les indiquer. Ils n'ont pas beaucoup baissé parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de demandes de raccordement pour ce trimestre-là, celui du 11 mai au 30 juin, qui s'explique parce que c'était un petit trimestre, que l'arrêté venait d'être publié, que tout le monde n'avait pas accès à l'information et ne pouvait pas faire des demandes forcément complètes. Je vais donc détailler un petit peu les conditions pour bénéficier de cette grille et les points d'attention et points de vigilance. Donc, je vous l'ai dit, en fait, la grille, ça dépend du mode de rémunération, la puissance et l'implantation sur bâtiment. Quelque part, une sorte de logigramme qui vous permet de savoir à quel tarif vous pouvez avoir. Et je vais donc tout de suite vous poser une question par rapport au mode des rémunérations. Laquelle des 4 configurations donne accès à la prime à l'investissement que je vous ai évoquée tout à l'heure? Est-ce que c'est la vente en totalité, la vente en surplus, l'autoconsommation sans injection, l'injection du surplus c'était à titre gratuit? La B, et uniquement la B. Je le dis parce que beaucoup de personnes pensaient qu'en faisant l'autoconsommation toute simple, en posant 2 panneaux, ils allaient avoir une prime comme ça qui allait arriver. Non, en fait, il faut vraiment faire la démarche de vendre le surplus, de respecter l'arrêté tarifaire, de toutes les conditions, de faire toutes les démarches. Et seulement à ce moment-là, effectivement, on pourra avoir ce bénéfice. Donc ça, c'est au niveau du mode de rémunération. Si je regarde au niveau du critère de puissance, je vous ai dit, il y a un seuil à 3 kg, un seuil à 9 kg, un seuil à 36, un seuil à 100. Ces seuils, ils ne sont pas seulement liés à l'installation en elle-même. Ça va dépendre aussi des autres installations environnantes qui vont venir finalement s'ajouter à ce seuil de puissance. Donc on appelle ça le P plus Q. Donc P, c'est votre puissance de votre installation, et Q, c'est la puissance des autres installations raccordées ou en projet. Quand ils disent en projet, c'est qu'il faut que la demande de raccordement soit à plus ou moins 18 mois par rapport à l'installation P. Et puis, il y a une question d'être sur le même site d'implantation. Et la question là, en fait, est définie comme étant sur le même site si les installations sont distantes de moins de 100 mètres. Là, je vous pose une question. Quelle est la distance à prendre en compte entre 2 installations? Est-ce que c'est A, la distance entre les 2 champs photovoltaïques? Est-ce que c'est B, la distance entre toute l'installation photovoltaïque, donc onduleur et compteur compris? Est-ce que c'est la distance entre les bâtiments? Ou est-ce que D, c'est la distance entre les parcelles? Donc on hésite A, B. On ne sait pas, il y a peut-être des mots de parcelles qui arrivent. Alors c'est la A. Donc c'est vraiment entre vos 2 champs photovoltaïques, ce qui peut vous laisser un peu plus de marge éventuellement pour les éolienniers. Et c'était aussi pour insister sur le fait que la parcelle maintenant n'est plus du tout un critère en fait à prendre en compte, alors que ça l'était avant, donc c'est vrai que ça peut porter à confusion.
Important aussi, cette distance de 100 mètres, en fait, vous allez la signifier dans la demande de raccordement. Hein. Donc la demande de raccordement, c'est le moment où vous allez faire en parallèle, finalement, enfin compris dans cette demande, la demande complète de contrat d'achat. Donc c'est le moment où vous allez inscrire et respecter les conditions de l'obligation d'achat. Là, on vous demande les coordonnées géodésiques des champs photovoltaïques. Il va falloir être très précis, parce que ça va être un moyen pour eux de vérifier que vous respectez bien les 100 mètres. Ça, c'est important, en fait. À la demande de raccordement, vous allez entériner, c'est le moment où vous fixez sur quel bâtiment vous implantez l'installation et comment vous l'implantez, parce qu'après, vous n'allez plus pouvoir le modifier. Alors là, c'est une très bonne question, je vais y répondre juste après. Disons que dans cette question de puissance, il y a plusieurs étapes. Première étape, c'est la question de distance. Si vous vous rendez compte que vous êtes à moins de 100 mètres, se pose d'autres questions, c'est effectivement les installations sur deux bâtiments différents, est-ce que ces bâtiments appartiennent aux mêmes personnes? Je pose la question suivante, c'est effectivement la notion de la propriété, qui impacte aussi cette notion de distance. Là, je vous ai montré un exemple. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien que je ne me trompe pas de quelle manière. Voilà, une maison qui est 1, 2 et 3. Donc là, je vous pose la question, dans quelle configuration la puissance Q est nulle? En fait, vous êtes ici, là, en 1, et il y a un autre système qui va être mis en 3. Donc les bâtiments ne sont pas collés, mais en fait, ils sont dans un périmètre de moins de 100 mètres. Et donc, la question se pose effectivement de l'entité, de la propriété du bâtiment. Alors, si les producteurs sont différents, est-ce que la puissance Q est nulle? Alors non, pas forcément. Si les propriétaires des bâtiments sont différents, est-ce que la puissance Q est nulle? Oui. Si les bâtiments sont à usage, alors exclusivement destinés à usage d'habitation, est-ce que la puissance Q est nulle? Là, il y a une dérogation, je vous l'explique juste après. Et si les propriétaires des parcelles sont différents, je l'ai dit tout à l'heure, la parcelle, ça n'a aucun impact. Donc, ce n'est pas ça qui va faire foi. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, effectivement, c'est que si jamais ce sont des propriétaires de bâtiments différents, c'est bon, vous affranchissez du lien qu'il pourrait y avoir entre ces deux installations, vous êtes libre, même si c'est le même producteur. Si les bâtiments sont exclusivement destinés à l'usage d'habitation, là, vous pouvez en bénéficier. C'est une forme de dérogation, notamment qui a été conçue pour les bailleurs sociaux, pour information, mais c'est applicable à tous. Hein. Et puis, par contre, il va falloir avoir un architecte qui atteste que les bâtiments sont vraiment indépendants. Et puis, vous allez avoir une réduction de 10% sur votre tarif. Voilà, c'est important de le savoir. Et alors, on ne va pas en rester là, c'est-à-dire que vous allez dire effectivement mon propriétaire est différent ou pas différent. Ce qui est important aussi au niveau de la demande de raccordement, c'est de certifier à qui appartient le bâtiment. Donc, il y a un document qu'il va falloir fournir à la demande de raccordement qui s'appelle la copie du titre de propriété. Ça peut paraître un peu anodin, mais en fait, c'est un document compliqué à obtenir. Ça peut être l'acte de vente, mais tout le monde n'a pas forcément l'acte de vente. Les actes de vente, des fois, ils datent d'il y a très longtemps. Donc, Enedis est un peu sceptique en disant « mais moi, je veux un papier qui soit le plus récent possible ». Donc là, je vous pose encore la question, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme copie de titre de propriété? À votre avis, est-ce que la propriété de la parcelle, ce serait bon? Alors, non, la parcelle, finalement, ça n'a pas d'impact. Vous verrez que tout à l'heure, pour que les bâtiments neufs, oui, on peut initialement avoir cette question de parcelle, mais là, après, c'est vraiment le bâtiment. Je vois qu'il y a un nom, mais je reviendrai juste après. L'acte notarié. Oui, ça c'est bon. Après, ils vont sans doute vous imposer que cet acte notarié soit assez frais, entre guillemets, qu'il ait 1 an, enfin que ce ne soit pas quelque chose qui date de longtemps. Moins de 3 mois. Alors, c'est vrai qu'on m'a dit que c'était en réflexion, c'est acté, alors peut-être. Moi, j'étais plutôt militante pour 1 an comme délai, parce que 3 mois, je trouve que ça fait un peu court. La taxe foncière. Alors maintenant, c'est bon, effectivement, ils l'ont accepté. Le dernier avis d'imposition, qui d'ailleurs peut être d'il y a 1 an, enfin en termes de délai. Donc ça, c'est possible. Et puis le permis de construire, en fait, c'est pas ça qui va forcément faire foi, sauf en cas de bâtiment neuf. J'ai distingué. Pour les bâtiments neufs, initialement, vous n'avez pas encore de bâtiment, donc vous n'avez pas d'acte de propriété du bâtiment. Donc à la demande, ils acceptent. Ils disent la propriété de la parcelle ou ils disent un autre terme, bon, je ne l'ai plus, mais je pense que c'est la même chose. Et puis après, par contre, avant la mise en service, il faut montrer que c'est bon, vous êtes bien propriétaire du bâtiment. Et puis pour les bâtiments existants, donc acte notarié et taxe foncière. Donc nous, on est encore en discussion pour essayer d'ouvrir un peu, voilà, d'assouplir ce délai de validité, parce que moins de 3 mois, ça veut dire que si jamais il faut refaire votre demande, il faut refaire un papier, c'est quand même pas l'idéal.
Et puis un autre point, c'est si jamais le producteur n'est pas le propriétaire du bâtiment, il faut aussi qu'il prouve qu'il a bien l'accord du propriétaire du bâtiment pour mettre en place le photovoltaïque. Donc c'est ce qu'on appelle la copie du contrat de mise à disposition de la toiture. Pareil, c'est un mot un peu générique qui peut poser problème parce qu'à l'étape de demande de raccordement, on n'a pas toujours un contrat en bonne et due forme. Pour une simple raison, c'est qu'on ne sait jamais encore à ce moment-là combien va coûter le raccordement et que peut-être le projet ne va pas se faire. Alors on ne s'amuse pas à constituer des contrats et à s'engager. Donc c'est souvent des promesses de bail qu'on peut faire à ce stade-là. Et là, on n'a pas encore la réponse de savoir si c'est valable ou non. Donc P plus Q, première question, c'est distance. Ensuite, c'est propriété du bâtiment. Et puis après, les dérogations, si c'est usage d'habitation. Et donc, à chaque étape, quand même, fournir des documents justificatifs pour montrer là, précisément, vous allez mettre votre installation. Et puis ensuite, précisément, qui est le propriétaire du bâtiment. Oui. Exact. Quel que soit le mode de rémunération, il faut répondre à ces critères. Donc, c'est une bonne question. Hein. Donc là, il n'y a pas. C'est la même chose pour tout le monde. Et donc, une autre manière, enfin, pour se repérer dans cette grille tarifaire, c'est la question de comment vous allez implanter votre système photovoltaïque. Donc là, je vous pose une question. À votre avis, quelles sont les installations qui respectent les règles générales d'implantation, qui pourraient bénéficier d'un tarif d'achat dans le cadre de l'arrêté tarifaire? Donc on a vous ne voyez peut-être pas très bien, une installation sur toiture terrasse avec des panneaux inclinés. Donc pas parallèle à la toiture. On a des garde-corps, on a une toiture qui est donc surimposée sur une installation surimposée sur une toiture inclinée, et puis on a une forme d'ombrière au vent ouvert. Toutes, exactement. Ça y est, maintenant, on a accès, et ça c'est très important, à toutes les possibilités de surimposer, d'exploiter au mieux les toitures terrasses, qui étaient malheureusement avant peu exploitées à cause des critères drastiques d'intégration bâtie. Puis donc on a des exceptions. Les ombrières sont bien écrites, les garde-corps aussi, et même les pergolas qui sont mentionnés. Voilà, donc des choses assez précises qui ouvrent un peu la possibilité en fait d'installer du photovoltaïque. Alors, tout est au même tarif. Ici, là, il n'y a pas de distinction de tarif. La seule distinction, ça va être sur l'intégration au bâti, que j'évoquerai juste après. Mais sinon, toutes les autres, elles sont mêmes. Elles respectent les critères généraux d'implantation. Ce que je voulais juste montrer, c'est ça qui est encore aujourd'hui interdit, c'est effectivement sur une toiture inclinée d'avoir des panneaux inclinés et non parallèles à la toiture. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, on a une toiture qui est inclinée et là, en plus, on a des panneaux pas parallèles qui sont inclinés. Ça, du coup, c'est pas possible. Alors c'est bon pour la toiture terrasse. Alors, c'est écrit que c'est possible si la pente est inférieure à 5%, si je ne me trompe pas. Donc, du coup, voilà, c'est parce qu'heureusement qu'elle n'est pas plate pour les questions d'étanchéité, notamment. Alors, je pense qu'il y a une grosse... Ici, je pense que c'est plus le côté esthétique, effectivement, qui a été quand même... Ce qui a beaucoup été sous-jacent par rapport à notre volonté d'avoir de l'intégration au bâti. Bon, on ne va pas se plaindre, on est plutôt content quand même, nous, déjà qu'on puisse faire du surimposé. Voilà. Puis après, je ne sais pas trop au niveau assurance, etc. Bon, ce sera des questions. Et donc, juste pour vous dire qu'on a encore une possibilité de valoriser l'intégration au bâti avec une prime. Alors, c'est le mot prime, mais en fait, c'est inclus dans le tarif d'achat, hein, de la vente en totalité seulement, hein, uniquement pour les puissances inférieures à 9 kg. Et puis là, il faut respecter par contre les conditions précédentes d'intégration bâtie, avec, il faut être dans le plan de la toiture, pas plus de 2 cm de dépassement par rapport au plan de la toiture. Il faut que le bâtiment soit clos et couvert sur les 4 faces latérales. Enfin, on a vraiment les conditions d'avant. Donc je vous invite aussi à bien les lire pour ne pas vous tromper. Et donc ça, c'est une prime qui est dégressive et qui va bientôt disparaître. Enfin, dans un an, elle sera plus là. Et je laisse la parole à Nicolas pour les aspects plus techniques. Alors justement, on va revenir, m'entendez bien ? Merci. Ok, super. On va revenir sur cet aspect technique d'intégration. Donc, on l'a vraiment mis plusieurs fois et là, on l'a bien écrit pour que vous l'intégriez, sans jeu de mots. Sur les toits plats, on fait ce qu'on veut, en gros, du moment qu'on respecte les règles de l'art. Sur les toits inclinés, sur la couverture, il faut être parallèle au plan de la toiture. Il y a un truc qui est super intéressant. Alors, on a aussi possibilité de faire la lèche, du bardage, brise-soleil, etc. Le truc super intéressant, c'est qu'on peut aussi faire maintenant des ombrières et des pergolas. Pourquoi je
je pointe littéralement, quand j'aurai trouvé le pointeur, ce sujet-là, c'est parce que chez les particuliers, on va avoir la possibilité finalement de leur apporter du gain en surface, en leur disant ben, monsieur, votre voiture elle est dehors, et ben, on va vous mettre un carport, on va faire quelque chose, et on pourra y associer de la production photovoltaïque. Ça, c'est intéressant. Anne-Claire a parlé de la prime, je ne vais pas revenir dessus. Par contre, j'insiste sur le respect des règles de l'art et de l'obligation d'avoir une évaluation technique, c'est écrit dans le texte. Ce n'est pas écrit aussi clair que ça parce que c'est un texte juridique. Vous l'avez déjà vu dans les précédents slides, il y a quand même pas mal de critères, ce n'est pas forcément dit de manière limpide, mais c'est le cas. Alors du coup, je fais un zoom sur l'avis technique. Une évaluation technique, qu'est-ce que c'est? C'est une garantie pour ce qu'on appelle un procédé. Un procédé, c'est un module avec un système de montage sur un certain domaine d'emploi. Domaine d'emploi, ça veut dire type de toiture, type de couverture, type d'élément de couverture, pardon, et aussi où se situe le bâtiment. Est-ce que mon bâtiment, il est proche de la mer? Oui. Alors peut-être juste pour dire, là on parlait de l'avis technique qui sont deux choses différentes. Hein. La question c'est est-ce qu'il faut toujours une autorisation d'urbanisme pour bénéficier, même faire une demande de raccordement? C'est vrai que oui. Alors la question de la pergola, a priori, je pense qu'il faut de toute façon une déclaration préalable, j'imagine. Alors, dernier moment, oui et non. Enfin, disons que l'autorisation d'urbanisme, c'est le premier moment, c'est la première étape. C'est ça que je l'ai pas, on n'a pas redit comment on fait un projet de photovoltaïque. C'est d'abord, on fait l'autorisation d'urbanisme, et dès qu'on a l'accord, là, on peut faire la demande de raccordement et lancer le projet, sachant qu'il faudra bien avoir défini la technique avant, etc. Mais c'est vrai que c'est un bon point. L'urbanisme, c'est pas toujours si facile que ça. Il peut y avoir des ABF autour, etc. Donc là, c'est vrai que c'est une question d'occupation de sol. Enfin, je ne sais pas comment il faut dire. Alors, c'est certes un sujet super intéressant. On va avoir envie de leur poser tout de suite les questions. Mais comme je le disais en introduction, je souhaiterais que les questions de débat soient plutôt ensemble à la fin, notamment pour les questions de son, parce qu'on a une prise de son aujourd'hui. Il va falloir qu'on vous passe le micro pour les questions. Je poursuis donc sur l'avis technique. Alors, je vous parlais de l'évaluation technique. En gros, c'est une manière de valider. Alors, je répète donc, module, certains types de modules, plus un système de montage, plus un domaine d'emploi qui va dépendre du type de bâtiment et d'où est installé le bâtiment. Est-ce qu'il est proche de la mer, est-ce qu'il est en altitude, est-ce qu'il n'est pas en altitude, etc. etc. C'est important parce que c'est entre autres là-dessus que vont se baser les assurances pour assurer les installateurs. Et si pas d'assurance, pas de projet. Alors, donc, l'avis technique. Comment ça fonctionne? Le fabricant va voir le CSTB, ils font un dossier, ça prend 1 an et demi à peu près. Ensuite, ce dossier, il passe devant un groupe d'experts bénévoles, ce qu'on appelle le groupe spécialisé, et qui vont échanger entre eux sur vraiment la qualité technique de ce procédé. Ces experts, bon, il y a des représentants installateurs, il y a des installateurs, il y a des fabricants, il y a vraiment beaucoup de représentants de la filière. Et c'est après, là-dessus, que va se baser l'assurance pour dire... alors, l'avis technique, ce n'est pas le seul, il y en a d'autres, mais c'est un des principaux, c'est pour ça que je voulais faire un focus là-dessus. C'est là-dessus que l'assurance doit se baser pour dire, OK, ben, moi, ce que vous installez, j'en veux bien, parce que ça va passer par un contrôle qu'on reconnaît. Alors, on a vu qu'on sortait de l'intégration au bâti, on avait des modules qui devaient tout faire, produire de l'énergie, faire de l'étanchéité, etc., à de la surimposition. Surimposition, c'est là où les modules seront vraiment détachés du plan de la toiture. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change beaucoup de choses? Il faudra toujours des compétences de couverture. On ne va pas demander à un électricien de monter sur le toit pour faire son installation. On va éviter de demander à son client de monter sur le toit pour faire son installation. Par contre, selon évidemment l'état de la toiture, on va pouvoir gagner du temps sur la mise en œuvre. On ne sera pas obligé de tout détuiler, tout retuiler, enfin de tout replacer, etc. Il peut y avoir un gain de temps. Et surtout, pour les installateurs, ce qui est pas mal, c'est qu'ils peuvent prendre leur pause repas sans forcément regarder les nuages, etc. Et se dire, mince, s'il commence à pleuvoir, après, hop, ça va être la galère. Mais du coup, on a des nouveaux points de vigilance. Vous avez vu, là, sur les illustrations, les panneaux, ils ne sont pas forcément... voilà, ils sont quand même un peu décollés du toit. Et donc, on va avoir dans ce qu'on a vu avant les avis techniques, etc., enfin, on va avoir des nouvelles problématiques liées à la résistance au vent, évidemment, et du coup, des nouveaux points de vigilance pour les installateurs de mon plan de calpinage par rapport à ma charpente, comment je mets les panneaux, où je m'attache, etc. Donc ça, c'est des nouvelles problématiques qu'il ne faudra pas sous-estimer. D'où, je rappelle, l'importance des installateurs. Une meilleure fiabilité,
parce que, évidemment, le panneau n'assurant plus l'étanchéité, on aura moins de risques. Et on aura aussi, s'il y a des problèmes au niveau boîte de jonction, comme on en a vu malheureusement dans le domaine, moins de risques de feu sur le bâtiment. Pour les assurances, la décennale, c'est pas sûr. Il y en a, les assurances disent oui, forcément, il n'y en aura pas. Il y en a qui disent oui, il y en aura. Bon, c'est encore en discussion. Et le coût, un peu moins cher, après avoir. Ça dépend évidemment de l'évolution du marché. Si ça s'installe, ça s'installe. S'il y en a, il y en a. Si ça ne s'installe pas, on aura toujours des prix qui sont élevés. On est quand même un peu moins cher que les solutions d'intégrer. Je repasse la parole à Anne-Claire. Voilà, c'était un petit aparté sur ce qu'amenaient en fait ces nouvelles conditions d'implantation sur le bâtiment. On a vu, je vous ai redit un peu à la voix orale, enfin à l'oral, d'abord on fait l'autorisation d'urbanisme, après on peut déposer la demande de raccordement, ensuite vous allez avoir un devis de raccordement, vous allez faire les travaux, etc., etc. Puis il va y avoir le moment où les travaux vont être terminés dans votre installation. Vous allez obtenir le consuel, l'attestation de conformité électrique. Et là, ce qui est important de ne pas oublier, à la fois, on va dire installateur, à la fois aussi le producteur, c'est une attestation sur l'honneur. Donc, l'installateur qui va s'engager à avoir respecté en fait les règles de l'art dans la mise en place du système. Et puis, par ailleurs, aujourd'hui, ça a un petit peu changé par rapport à l'arrêté précédent. C'est que maintenant, cette attestation, c'est aussi au producteur de s'engager en partie. Lui, il va s'engager sur le fait que oui, il a bien respecté l'arrêté tarifaire. Ça, c'est un document très important. C'est vrai que je souligne un peu dessus. C'est qu'aujourd'hui, nous, on a beaucoup de personnes qui, malheureusement, ne peuvent pas avoir accès à leur contrat d'achat parce qu'ils n'ont pas cette fameuse attestation sur l'honneur. Donc ça, c'est important que vous soyez au contact des producteurs, installateurs ou d'autres manières, conseillers ou autres. C'est vraiment d'insister sur ayez ce document avant la mise en service. Normalement, c'est même possible. Et en tout cas, il faut l'avoir pas longtemps après pour vraiment être en capacité d'obtenir votre contrat d'achat. Parce que peut-être pour rappeler encore la chronologie, c'est que vous mettez en service et puis ensuite, quelques temps après, ça peut être des fois très long, EDF revient vers vous pour vous mettre à disposition le contrat d'achat. Et des fois, entre ce délai mise en service et puis contrat d'achat, malheureusement, l'installateur, ça existe, n'est plus existant, n'est plus joignable ou autre. Donc voilà, important de tout avoir en complet, en documentation complète. Donc là, je posais la question, à quelle date faut-il envoyer cette attestation ? Je vous ai donné un petit peu les réponses. Est-ce que c'est après l'achèvement de l'installation ? Oui. Est-ce que c'est avant la mise en service ? Pas forcément. Après la mise en service, voilà, c'est pas ça qui va faire le critère. Par contre, le critère, ça va être avant la signature du contrat d'achat. Alors, je dis avant la signature du contrat d'achat. Dans les faits, en fait, vous allez recevoir le contrat de la part d'EDF qui ne sera pas signé par EDF et vous pourrez y joindre l'attestation. Pour les premiers échanges que j'ai eus avec EDF, eux, ça les arrange d'avoir les deux en même temps parce que sinon, ils peuvent avoir des risques de perte de papier, etc. Donc, c'est plus simple pour eux. Par contre, encore une fois, vigilance. Il faut vraiment que le document soit remis au plus tôt. Donc, je trouve que dès qu'il y a le consuel, c'est bien de remettre cette attestation. Comme ça, c'est bon. Le producteur, il a tout en main pour avoir accès à son contrat d'achat. Oui. Et ben voilà, c'est là où je précisais, c'est qu'effectivement, avant la signature par les deux parties. Donc, on peut le joindre au contrat qu'on aura signé nous. Et après, EDF, lui, va signer de sa part. Et là, c'est bon, il n'y aura plus possibilité de le joindre, en gros. Bon, c'est écrit comme ça dans l'arrêté tarifaire. Ça porte un peu confusion, mais on m'a redit que c'était bon. Enfin, la DGEC m'a dit c'est bon. Effectivement, si vous le remettez au moment où vous avez signé une partie du contrat, de toute façon, EDF n'a pas encore signé à ce moment-là. Donc, signé par les deux parties. Alors, le papier d'attestation ? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas encore accès au modèle d'attestation sur l'honneur. Vous pourriez presque l'écrire, l'arrêté, il dit quasiment tout ce qu'il faut. Après, EDF, effectivement, aime bien que vous utilisiez son modèle, mais qui n'est pas encore disponible. Enfin bon, voilà, c'est toujours un peu compliqué. Aujourd'hui, je vous invite quand même à faire une attestation quand même sur la base de l'arrêté. Et puis comme ça, au moins, vous l'avez. Et puis c'est vrai que le jour où il y aura un modèle, il vaut mieux utiliser le modèle. Pas une réponse très satisfaisante, mais c'est comme ça aujourd'hui. Pareil, j'ai insisté auprès d'EDF, normalement ils ont bien entendu, de mettre à disposition le modèle en ligne sur leur site. Vous pouvez voir, ils ont déjà créé une rubrique spéciale S17, comme ils l'appellent, et là ils vont mettre en ligne, dès qu'ils l'ont, les conditions générales, particulières, etc. Ce qui est vrai, c'est que pour l'instant, rien n'est publié, parce qu'il faut qu'ils concertent avec l'ensemble des producteurs, dont on fait partie d'ailleurs, et puis qu'ils concertent aussi avec l'État, etc.
Donc malheureusement, en fait, quand l'arrêté sort, souvent, il faut attendre 6 mois, enfin plusieurs mois avant d'avoir tous les documents vraiment possibles pour avoir une documentation complète. Je voulais aussi préciser que pour la première fois, l'arrêté tarifaire permet de modifier votre demande. Souvent, on se pose la question, si je modifie ça, est-ce que ça va requalifier ma demande, etc. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous pouvez assez clairement savoir ce que vous avez le droit de modifier ou pas avant ou après mise en service. Je vous donne juste un petit point d'alerte, c'est que en parallèle, Enedis a aussi ses règles propres à lui de modification. Donc je vous invite bien à regarder les 2 séries de modifications possibles pour que vous soyez sûr que votre projet ne va pas être requalifié. J'ai cru comprendre qu'Enedis allait de toute façon mettre les mêmes conditions en fait, que l'arrêté tarifaire, ce qui est plutôt positif. S'aligner, voilà, si je cherchais le mot, sur les conditions de l'arrêté tarifaire. Voilà, je vous dis juste attention quand même à bien prendre en compte les deux possibilités de modification. Et puis je voulais rappeler aussi, là c'est vraiment maintenant clairement inscrit, c'est que toute résiliation anticipée qui est de la part du producteur et qui n'a pas de motif parce qu'il y a un incendie ou dégradation de son système ou parce qu'il veut arrêter et ne plus produire du tout, ça va donner lieu au remboursement de la totalité de ce que vous aurez perçu. Alors, ce n'est pas tout à fait la totalité, c'est la totalité des sommes perçues moins la partie que EDF a valorisée. En fait, ce qui se passe quand vous avez un tarif d'achat, EDF vous l'achète. Donc, ça peut être EDF d'ailleurs ou un autre acheteur obligé. Aujourd'hui, il y a une ouverture qui est possible. En tout cas, l'acheteur obligé vous l'achète et puis lui, l'électricité, il ne va pas rien en faire, il va le vendre sur le marché. Donc là, l'idée, c'est de dire, si jamais vous résiliez votre contrat alors que vous voulez continuer à utiliser les panneaux photovoltaïques, et là, vous allez devoir rembourser. C'est les sommes que vous avez perçues, moins la part que EDF a pu valoriser sur le marché. Ça, c'est important par rapport notamment aux questions de vente en totalité, vente en surplus. On peut pas, après la mise en service, on ne peut plus changer de mode de rémunération. Soit vous êtes en vente en totalité pendant 20 ans, soit vous êtes en vente en surplus pendant 20 ans. Et sinon, en fait, vous allez devoir tout rembourser. Et puis pour rappeler que qu'est-ce qui va se passer très prochainement, on est le 14 septembre, et dès le 1er octobre, pour les installations inférieures à 9 kg, obligation à ce que l'installateur ait une qualification. Et donc juste après, Nicolas va repréciser quelles sont les qualifications possibles. Ça va s'étendre à toutes les installations à partir du 1er janvier. Également, à partir du 1er janvier, il y aura le paiement d'une caution au moment de la demande de raccordement. C'est un peu pour être sûr que votre projet, c'est un vrai projet. Alors, on a beau leur expliquer que des fois, notre projet ne sont pas possibles à cause des coûts de raccordement. Donc là, ils ont permis une petite dérogation pour dire que si effectivement les coûts de raccordement sont trop élevés, on pourra vous rembourser la caution. Et si vous n'avez pas cette excuse, entre guillemets là, on ne vous remboursera pas la caution. Et on vous la remboursera en fait qu'au moment où on vous payera la première facture, donc lorsque vous mettrez en service. Uniquement donc, pour les installations supérieures à 9 kg. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, la prime d'intégration bâtie va bientôt disparaître, donc au 1er octobre 2018, donc dans un an. Ok. Les qualifications existantes. Il y a 3 organismes qualificateurs. Vous connaissez sûrement Qualibat, Qualifelec, Quali2NR. Par contre, j'espère que vous voyez bien, les qualifications ne sont pas les mêmes selon les types de projets. Là, je vous présente un tableau avec un découpage en fonction du type de travaux effectués, soit la partie élec, soit la partie bâtiment, ou les deux. Et la taille des projets en kilowatts crête, 0, 36, 250 et au-delà. Je vous rappelle, l'arrêté tarifaire cible uniquement les projets inférieurs à 100 kW crête sur bâtiment. Donc, si vous voulez valider les compétences d'un installateur qui fait que de l'électricité, vous avez le choix entre 0 et 36, entre Qualifelec et Quali-PV module ELEC. Pour le bâtiment, il y a aussi le Quali-PV module BAT. Attention, Anne-Claire vous l'a dit, pour que le client ait un tarif d'achat, il faudra que l'installateur soit qualifié. S'il est juste qualifié Quali-PV module BAT, ça ne sera pas possible. Il faudra avoir le Quali-PV module ELEC et aussi le Quali-PV module BAT. Généralement, c'est le cas pour les installateurs. Et du coup, si vous faites les deux, la partie ELEC et la partie bâtiment, vous pouvez aussi avoir la qualification Qualibat. Donc il y en a une pour les projets de 0 à 250 et une autre entre les projets de 250 à 250 kW crête. Donc pourquoi j'indique ça? Parce que, attention, là, c'est difficile de... Le réflexe de se dire, je fais du PV, je veux me qualifier Quali-PV, ça ne sera pas forcément possible entre 36 et 100. Ça va évoluer, sûrement. Il faudra le voir avec Quali2NR, mais pour l'instant, attention. Alors la qualification, juste pour rappel, ça valide évidemment le domaine d'activité de l'entreprise, les moyens techniques, savoir voilà, est-ce qu'elle a le matériel, est-ce qu'elle a les compétences humaines pour faire, et aussi est-ce qu'elle était assurée.
Et puis, oui, grosse nouveauté, dans l'arrêté tarifaire, c'est écrit pour les qualifications, un audit à peu près toutes les 15 installations. J'apporte pas que des bonnes nouvelles. En plus des qualifications pour l'installateur, on a aussi les certifications pour, on va dire, le chef d'orchestre, celui qui organise le contractant général. Il y en a une, AQPV, mais elle n'est pas encore à jour. C'est en cours. Voilà. Actuellement, faute de certification pour tout le monde, toujours s'orienter vers la qualification de l'entreprise réalisatrice. Là, voilà, vous êtes sûr que vous avez quelqu'un dont les compétences ont été vérifiées et que ça fonctionne. On en revient à la vente totalité. Donc là, c'était pour terminer sur la question de l'arrêté tarifaire. Donc, je vous remets les grilles pour voilà, se redire le raisonnement. Donc, pour la vente en totalité, vous avez donc un tarif qui va dépendre si vous êtes intégré au bâti ou non, qui va ensuite dépendre des puissances P plus Q, et puis qui ensuite va dépendre donc, du trimestre. Donc là, encore une fois, je vous ai mis que le premier trimestre, mais depuis, il y a eu des tarifs pour le nouveau trimestre. Donc juste pour redire, hein, la notion de trimestre, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où on fait une demande de raccordement dans un trimestre, vous aurez les tarifs du trimestre. Même si le trimestre suivant, il y a une baisse des tarifs. Ces tarifs, ils sont dégressifs, c'est-à-dire qu'ils sont conçus pour être baissés de manière, alors je ne sais plus combien c'est prévu par an. Après, si jamais il y a un engouement trop fort tout d'un coup d'un segment, ou voilà, et bien en fait, ça va venir baisser encore plus drastiquement les tarifs. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que cette règle de dégressivité, elle est liée entre la vente en totalité et la vente en surplus. Si vous avez un gros volume de vente en surplus, ça affectera aussi en fait le tarif de la vente en totalité. C'est conçu pour, quelque part, comme on a vu, les trajectoires cibles, c'est qu'on ne fasse pas plus de photovoltaïque que prévu. C'est un petit peu ça quand même dans l'idée. Voilà, donc je ne vais pas tout vous décliner les tarifs, parce que de toute façon, personnellement, je ne les connais même pas, vu qu'ils changent tout le temps et qu'il y en a beaucoup. Donc je me réfère toujours à notre site internet, hein, quand on pose la question. Et puis sinon, il y a aussi la CRE et la DGC hein, qui les publient ou les relaient. Alors, je viens à la vente en surplus. Alors non, en soi, il n'y a pas de limite. Mais finalement, comment a été conçu le dispositif d'aide à la vente en surplus fait qu'on n'a pas trop intérêt à injecter, parce que le tarif fixe est plutôt bas. Il est à 10 centimes pour les petites installations et 6 centimes. Donc il est toujours plus bas que le tarif de votre tarif de vente. Donc vous avez plutôt intérêt à essayer d'économiser sur votre facture de consommation. La limite qu'il y aurait, c'est la même limite pour moi pour la totalité, c'est qu'on vous plafonne en fait à 1600 heures, je crois que ça remonte à 1600 heures dans l'arrêté, mais il n'y a pas de distinction de vente en surplus ou non. On va dire que la limite à l'injection, elle est plus par rapport à qu'est-ce que vous avez écrit dans votre demande de raccordement par rapport au raccordement au réseau. Lorsqu'on est en surplus, on a le droit de dire qu'on ne va pas injecter la totalité, et ça peut vous permettre des fois d'avoir des coûts de raccordement plus faibles. Pas toujours, mais ça peut permettre. Et c'est là, votre limite physique, elle est là, en fait. Si vous avez déclaré n'injecter que 10 et que vous en injectez 20, c'est au niveau du réseau que ça peut poser problème. Voilà, au niveau contrat d'achat, il n'y a pas de souci en soi. Tout à l'heure, je n'ai pas beaucoup détaillé cette histoire de prime, je vais revenir dessus quand même. Hein. Donc là, c'est pareil, on a un critère de prime. Donc là, il faut toujours respecter l'ensemble des critères. Et puis, donc, toutes les obligations qu'on vous a citées, les seuils. Et puis, on a des montants de primes qui vont évoluer aussi, donc elles ont un peu diminué au trimestre précédent. Là, donc le raisonnement, c'est quoi? C'est une prime à l'investissement. Donc, par exemple, la première ligne, 0,4 € loi de crête. Donc, si jamais on installe une installation de 3 kW de crête, on va avoir 1 200 €. Ces 1 200 € vont, comme écrit dans l'arrêté tarifaire, vont être versés sur 5 ans. Et c'est bien 1 200 € la somme totale. C'est-à-dire que sur 5 ans, vous aurez moins... Parce que certaines personnes, j'ai déjà entendu des discours de commerciaux qui disaient 1 200 € par an pendant 5 ans. Non, c'est 1 200 € étalés sur 5 ans. On ne connaît pas encore les modalités de versement, si ça va être une fois par an, ça on ne sait pas du tout. En tout cas, vous bénéficiez de la prime si vous déposez une demande de raccordement complète, en vente en surplus, obligation d'achat, là c'est bon, vous aurez la prime. Parce qu'on m'a demandé aussi des fois les démarches pour avoir la prime. 1 200 €, et effectivement, donc l'injection était à 10 centimes. Pardon, oui. Ce sera EDF, mais je ne sais pas encore dans quel... Ce sera EDF a priori. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas eux. Mais c'est vrai que en fait, je ne sais pas. Alors, un
un retour sur les, les premiers retours d'expérience. Comme vous allez voir, ce pas forcément les premiers retours d'expérience. Vous en aurez sûrement peut-être plus parmi vous. Là, c'est les installateurs. C'est vrai que je n'ai pas forcément présenté le GMPV, je le ferai plus en détail. Juste que je travaille avec les installateurs photovoltaïques de la FEDU du bâtiment. Et du coup, j'échange avec eux pour savoir cet arrêté tarifaire. Alors, vous en pensez quoi, sachant que ça faisait à peu près 1 an qu'ils l'attendaient. Alors, un petit florilège, des retours. Alors, on a ceux qui ont des clients qui croient à l'effet Hulot. Ils attendent que Nicolas Hulot crée de nouveaux tarifs. Donc finalement, voilà vraiment un segment particulier qui va vraiment dépendre des effets d'annonce ou des non-effets d'annonce. Assez compliqué, mais c'est vraiment un segment particulier où ça va être assez compliqué, parce qu'on a aussi vraiment un texte, comme vous l'avez vu, qui a plein de conditions, on a des tarifs différents, des conditions d'intégration, etc. Et en gros, plus c'est compliqué, plus les gens qui aiment bien aller dans les détails pour créer des offres pas forcément sympathiques, et voilà, c'est du pain béni pour les éco-délinquants. On a peur, il y a vraiment des choses à cadrer, on est sûr. Heureusement qu'il y a quand même la qualification qui est déjà là, mais bon, c'est un risque. La vente totale, c'est encore sa pertinence, oui, chez les particuliers, on le verra après pourquoi, mais pour l'autoconsommation, le fait d'utiliser directement l'électricité, ce n'est pas forcément le réflexe à avoir. D'autres adhérents qui s'y connaissent très bien en autoconsommation et qui me disent « Ouh là là, c'est compliqué, alors nous on va tout faire pour ne pas rentrer dans le cadre, autoconsommation à 100%, alors nous, vous inquiétez pas, on est qualifiés, mais après, on ne respecte pas les conditions du texte parce qu'on fera de l'autoconsommation totale. Pas de vente du surplus, en effet, on n'est pas dans le cadre, on n'a pas de tarif, etc. Et on se débrouille, on mène sa vie, et c'est possible. » D'autres encore qui disent en effet, nous, par rapport à la vente du surplus, par rapport au coût qu'on paye pour injecter dans le réseau, le TURP, il n'y a pas d'intérêt. Voilà, on l'a vu, Anne-Claire l'a dit, c'est vrai qu'on a quand même un tarif qui est assez bas par rapport au précédent projet qui était sorti. Et un retour aussi qui est, un retour de PACA, c'est normal, je pense. L'autoconsommation et vente du surplus, ça marche bien. Donc vous voyez quand même, en fonction du lieu, en fonction de la typologie client, on a quand même finalement des visions différentes sur l'arrêté, et c'est lié au fait qu'on a vraiment besoin d'une connaissance de la consommation, faire l'autoconsommation, je vais revenir dessus, et aussi besoin de s'approprier le texte, d'en comprendre vraiment tous les rouages, à tel point qu'il y a même, comme on l'a dit tout à l'heure, EDF et Enedis qui n'ont encore pas suivi le truc, on a besoin d'éléments, etc., on a besoin de modèles. Donc il y a vraiment encore besoin de s'approprier les choses, et c'est là où il faut y aller, il faut expérimenter, il faut essayer, et c'est comme ça que les projets vont se faire et que les choses vont avancer. Là, c'était pour vous montrer concrètement aussi cette comparaison. Donc, sur retour d'expérience, moi, je préfère faire l'autoconsommation, moi, la vente en surplus, moi, la vente totale. Nous, on a fait un petit calcul économique pour voir ce qui était plus intéressant, ou en tout cas comparer ces différentes formes, parce que parfois, on peut croire que la vente en totalité ne vaut plus le coup, alors qu'en fait, elle reste intéressante. Je ne vais pas trop insister sur les hypothèses. En fait, on a tout comparé. La vente en totalité intégrée au bâti, la vente sans prime d'intégration au bâti, pardon, la vente totalité sans prime, la vente en surplus. On a regardé aussi l'autoconsommation partielle avec injection du surplus, mais qui était non rémunérée. Et puis, on a regardé l'autoconsommation sans injection. On a pris des hypothèses. Donc là, l'idée, c'était qu'on est parti sur une puissance, je vais vous le montrer juste après, je crois, de 3 kg. On a pris un productible assez élevé, là, pour le coup, plus élevé en tout cas que dans la région lyonnaise. On a pris un taux de consommation assez favorable, quand même, 30%, de 3 kg. Le prix d'électricité de base, et puis on a pris les hypothèses d'évolution des prix d'électricité, donc hypothèse ADEME, qui sont écrites juste là, ADEME créé. Voilà. Je ne vais pas trop insister, vous n'allez peut-être pas voir grand-chose, mais je vais quand même juste vous montrer les résultats. Alors là, ici, on n'a pas comparé, on n'a pas intégré le coût à l'investissement. Quelque part, c'est des données, on va dire, pas neutres, c'est des objectifs subjectifs selon l'installateur, etc. On a juste voulu comparer, le texte dit ça, avec telle et telle hypothèse, qu'est-ce qu'on pourra percevoir. Donc c'est pour dire qu'en vente de la totalité intégration bâtie, on pourrait percevoir, au bout de 20 ans, 15 000 €. En vente de la totalité sans prime, 12 000 €. En vente en surplus, 10 000. En autoconsommation partielle, session gratuite, comme là, on n'a que 30% d'autoconsommation, c'est-à-dire qu'on perd 70%, c'est pas très intéressant. Et puis, sans injection, c'est pas autorisé parce qu'on injecte, qu'on consomme que 30%. Voilà, c'est pour avoir un comparatif, sachant qu'effectivement, dans la vente en totalité, qu'est-ce qui coûte plus cher là, c'est juste les revenus, entre guillemets. C'est le fait qu'on va avoir des coûts de raccordement, des coûts de branchement, évalués encore entre 1 000 et 2 500 € selon les configurations. Ce qu'on n'a pas en vente en surplus ou bientôt plus, on aura bientôt tous les coûts nuls. Et puis, on a le TURP qui est un peu plus élevé. Donc là, je n'ai pas remis à jour avec le nouveau TURP, mais en tout cas, la différence est un peu la même.
Voilà, donc là, ce qu'il faut retenir surtout, c'est moi ce que j'aime bien quand même dire aux producteurs notamment, c'est ne partez pas en bille en tête avec un seul projet. Je pense que ça vaut toujours le coup, par rapport à votre gisement, par rapport à votre consommation, par rapport à votre budget, d'étendre un peu les différentes possibilités et de voir qu'est-ce qui vous convient finalement le mieux. Enfin, souvent, l'angle d'un particulier, il a pensé à ça parce qu'il a vu telle annonce ou autre, mais voilà, c'est toujours bien, je trouve, de lui ouvrir l'éventail. Après, voilà, selon ce que vous souhaitez faire aussi, et bien sûr, si vous n'avez pas envie de répondre aux obligations de l'arrêté tarifaire, vous n'allez pas forcément lui ouvrir toutes les possibilités, mais l'idée quand même, c'est d'être le plus ouvert et qu'il y ait un vrai choix aussi de la part du particulier, une vraie connaissance de ce qu'implique chaque configuration. Et là, on va du coup vous reparler un peu plus de ce que veut dire autoconsommation et comment ça se décline aussi en différentes démarches ou différentes approches. Justement, on a commencé déjà à parler du sujet. L'autoconsommation, je ne vous rappelle pas ce que c'est, vous le savez. L'intérêt, c'est quoi? C'est que du coup, on a un investissement à un prix fixe et on a l'électricité solaire qu'on va produire, qui va dépendre évidemment de l'ensoleillement et qu'on aura directement consommé sur site et qui donc aura un coût fixe, anticipable, par rapport à celui du réseau où je pense qu'aucun d'entre nous, enfin chacun d'entre nous, si on lui pose la question de combien il paiera l'électricité dans 20 ans, sauf s'il a une installation solaire, il ne sera pas fichu d'y répondre. Par contre, l'autoconsommation, ça impose la compréhension de la consommation. Et c'est là où les projets, alors j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est vraiment là où les projets vont se différencier. Évidemment, le moment important, c'est quand on va consommer en même temps qu'on a production. C'est là où on va faire des économies. On aura vraiment besoin d'avoir une analyse, une bonne compréhension de la consommation de son client, de ses évolutions aussi possibles de consommation, de ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut changer les lampes, remplacer par des LED? On peut aussi réfléchir, est-ce que les appareils avec un peu de domotique, on a de la prime à l'investissement d'ailleurs qui nous permet d'avoir des outils, est-ce qu'on peut piloter les appareils? Si j'ai des groupes froids, s'il y a du stockage d'aliments, est-ce qu'on peut baisser la température des congélateurs par exemple pour avoir une sorte de stockage thermique? Je pense qu'il y a vraiment des approches auxquelles on n'imagine pas encore pour vraiment valoriser cette électricité qu'on va produire et optimiser les économies qui sont faites. Le dispositif de stockage, alors j'ai laissé. Honnêtement, je pense que, en même temps, d'un point de vue assurance et d'un point de vue l'évolution des véhicules électriques, je pense que ça ne va pas être un marché, franchement. C'est clairement pas chez le particulier. Après, s'il y a dans les installations, enfin pour les projets un peu plus importants, oui, pourquoi pas. Mais le stockage permet quand même des possibilités autres, à des valeurs ajoutées vraiment pour le réseau ou vraiment du stockage électrochimique dans le bâtiment, etc. Je pense que ce n'est pas forcément un marché d'avenir, loin de là. L'important, c'est vraiment la compréhension de la consommation. Je répète parce que c'est important. Et là, on a vraiment besoin d'avoir une proximité avec le consommateur. Ce n'est pas au fond d'un bureau dans le 93 qu'on va pouvoir faire des projets ici à Lyon. Ça tombe bien. On est à Lyon et vous êtes des acteurs du coin. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence. Justement, cette adéquation entre production et consommation, ça va différencier les segments de marché. L'individuel, je vous l'ai dit, compliqué. Hein. Les personnes travaillent. Quand ça produit en journée, elles sont au boulot. Alors, soit on fait un petit truc, toute petite installation de panneaux pour entrer dans l'RT 2012, etc. Ou alors, on maximise la puissance, on revend le surplus. Oui, peut-être dans le sud de la France. Ici, je ne pense pas que ça sera une bonne idée. À voir. On peut aller sur l'argumentaire de dire vous avez l'électricité photovoltaïque, l'électricité verte, il y a un marché niche là-dessus. Il y a des gens qui sont prêts, en connaissance de cause, je dis bien attention à connaissance de cause, à aller vers ce marché, mais ça va vraiment être compliqué. Compliqué ou ça sera très restreint. Par contre, quand vous apportez un service énergétique à quelqu'un, une pompe à chaleur, enfin un client, là après on peut peut-être penser, tiens, et si on associait la production photovoltaïque? Ou alors s'il y a des gros consommations en classique, c'est la pompe de piscine, si vous avez la chance d'en avoir une. Après, pour le résidentiel collectif, on a différents profils, donc là, ok, ça se prête un peu plus à l'autoconsommation. Ce qui est bien, c'est que, comme je vous l'ai dit, le kilowattheure solaire, finalement, il va avoir un coût fixe, un coût qui peut être plus bas que celui du réseau. Et comme ça,
on peut après avoir une baisse des charges pour les locataires. C'est un point d'ancrage. Les bailleurs sociaux commencent à être demandeurs. Il y en a peut-être parmi vous. Ça, c'est vraiment un des projets qui se lance. À chaque fois que je fais cette présentation-là, je dis, les gars, quand les installateurs, je vois tertiaire industrie, les gars, il faut y aller maintenant. Il y a des leviers, on le reverra tout à l'heure. Mais on a évidemment de la consommation constante dans la semaine, des besoins dans la journée. Il y a une possibilité de faire des fortes consommations. Voilà, là, il faut vraiment y aller, centres commerciaux, bureaux, etc. Et après, on verra avec Anne-Claire tout à l'heure l'autoconsommation collective. Là aussi, au niveau du quartier, voilà, il y a des projets qui sont possibles. Il y a besoin encore il y a des éléments de cadre dont on a besoin, mais il y a vraiment des choses à faire. Alors là, je vais juste vous dire quelle démarche il faut faire pour permettre de réaliser comme il faut vos projets en autoconsommation. Je ne m'étends pas sur, comme a pu insister un peu Nicolas, mais important de connaître la consommation, rappeler qu'il y a des gisements qui ne sont pas, enfin en tout cas il y a des cibles, finalement la cible résidentielle n'est pas forcément la cible privilégiée parce qu'il n'y a pas beaucoup de potentiel aussi pour l'autoconsommation. Il n'y a pas toujours possibilité de marge de manœuvre pour augmenter entre guillemets l'autoconsommation. Tout l'enjeu est d'éviter de la surconsommation, hein. On est bien dans une logique quand même d'efficacité énergétique en premier lieu. Et puis pour nous aussi, il y a toujours ce terme de ne pas tuer le gisement, donc ne pas y faire que 2 panneaux parce qu'on veut tout consommer sur place alors qu'on avait une belle toiture pour faire beaucoup plus. Donc ça c'est toujours important dans la démarche. Alors là c'est une question que je pouvais vous poser. Voilà, dans cette configuration, est-ce qu'on est en autoconsommation avec vente du surplus, injection du surplus ou sans injection ? Alors aujourd'hui, avec le compteur Linky, ça brouille. En fait, on est dans les 2 cas. C'est juste que contractuellement, on n'a pas signé et déclaré les mêmes choses. Ce que ça veut dire aussi, ça veut dire que finalement, même en autoconsommation sans injection, si jamais on injecte, ça pourra être vu, compté par le compteur Linky. Donc possibilité aussi de contrôle et d'Enedis qui vous dira, bah non, là, faut vous injectez du surplus. Donc soit vous arrêtez d'injecter, soit faut passer maintenant au cadre contractuel injection du surplus. Pour rappeler, en fait, les termes sont très importants en autoconsommation. Souvent, on parle d'autoconsommation pour tout dire. Donc là, aujourd'hui, je commence un petit peu à être en discussion avec Enedis. Enfin, on s'accorde un petit peu maintenant sur les termes. Donc il y a l'autoconsommation sans injection, qu'on dit totale aussi. L'autoconsommation partielle avec injection du surplus, mais qui, là, dans ce cas-là, qui peut être cédée à titre gratuit. Peut-être en avez-vous entendu parler, de la possibilité que ce soit Enedis qui récupère en fait ces électrons, mais il ne va pas vous payer pour. Mais ça vous permet d'éviter de mettre un dispositif de limitation d'injection, par exemple. Ça peut faciliter aussi certains projets. Et puis l'autoconsommation partielle avec vente en surplus. Donc encore une fois, il n'y a que la 3e option qui vous rend éligible à la prime à l'investissement. Pour rappel, lorsqu'on est sans injection, on a quand même une démarche et une déclaration à faire auprès d'Enedis. Certes, vous n'injectez rien, mais vous êtes quand même raccordé au réseau. Donc, le jour où il y a, par exemple, le réseau qui tombe, c'est important que vous aussi, votre onduleur, en fait, s'arrête. Donc, il y a une procédure pour signifier que vous existez, que oui, vous respectez bien les normes. Et puis, en fait, c'est une procédure simplifiée. Il n'y a pas de demande de raccordement. Il y a juste une convention d'autoconsommation. C'est important que je le dise. Pourquoi ? Parce que du coup, c'est ce type d'installation, et c'est un peu la seule installation qui ne compte pas dans le fameux P plus Q. Parce qu'il n'y a pas eu de demande de raccordement pour ce système, donc ça ne compte pas dans le Q. Je fais la petite parenthèse. Pour cette option, pas de frais de raccordement, pas de frais de mise en service, pas de TURP. Donc là, vous êtes neutre financièrement. Par contre, encore une fois, pour le résidentiel, le risque qu'en fait, vous limitiez très fortement l'installation ou alors que vous limitiez aussi l'injection en grande quantité, ce qui serait dommage. Pour les installations supérieures à 36 kVA, là, il y a une démarche il faut faire une demande de raccordement quand même et cocher une case spécifique. Et vous avez un avenant qui sera fait. Pour l'autoconsommation avec injection du surplus, lorsque vous n'allez pas être rémunéré, donc vous allez les céder à Enedis, il y a une procédure qui est en train de se mettre en œuvre. Dans le portail, maintenant, il est possible de dire que vous voulez céder, et donc que ce soit Enedis, le responsable d'équilibre. Là, ils sont encore en train de mettre en place une fiche de collecte. Enfin, tout n'est pas encore bon, mais voilà, pour information, le portail est bon. Quand je dis portail, c'est pour déclarer en ligne, en fait, faire vos demandes de raccordement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils ont même changé la sémantique. Avant, on parlait de vente de la totalité et vente du surplus. Et maintenant, ils vont avoir cette logique plutôt de parler en tant que gestionnaire de réseau. Donc, injection de totalité, injection de surplus, pour information. Donc, on s'aligne un peu sur cette sémantique. Ça permet de clarifier aussi les différentes approches. Lui, en tant que gestionnaire de réseau, ce qui lui importe, c'est l'injection.
Et après, quelque part, que ce soit vendu ou pas, c'est une information qui peut collecter, qui va collecter, mais qui n'est pas sa première préoccupation. Dans ce cas-là, c'est important que je le rappelle aussi, vous allez quand même signer un CRAE, vous allez avoir du TURP, exactement comme la vente en surplus. Quelque part, ce n'est pas forcément très intéressant, ça vaut le coup plutôt de penser à la vente en surplus à ce moment-là. Et c'est possible donc, pour une installation inférieure ou égale à 3 kW. Et donc, toutes celles qui sont au-dessus, si jamais vous avez envie d'injecter, parce que par exemple, vous faites un taux de 97% d'autoconsommation et vous trouvez ça dommage, et ce qui est vrai, hein, de limiter à 3%, en fait, vous avez le droit d'injecter sur le réseau. Par contre, il faut trouver un réseau d'équilibre. Et là, Enedis ne le sera pas, il faut en trouver un autre. Sachant que vous aurez encore une fois les frais quand même à payer, TURP notamment. Lorsqu'on est dans la vente du surplus, il faut respecter donc les conditions de l'arrêté tarifaire, hein, si on veut bénéficier de l'obligation d'achat. Et puis, si jamais vous voulez vendre votre surplus à quelqu'un d'autre, hors obligation d'achat, là, il faut trouver un acheteur, un résultat d'équilibre. Mais c'est possible. Souvent, on me pose la question, mais est-ce que c'est possible? En fait, ça a toujours été possible. C'est juste que l'acheteur que vous trouverez, sans doute qu'il vous fera une offre de tarif beaucoup moins intéressante. Mais c'est toujours possible si vous en trouvez un. Et donc là, j'arrive à la question de l'autoconsommation collective. On s'était focalisé sur l'aspect individuel, donc une personne, une production, une consommation sur un même bâtiment, même par une même personne. L'autoconsommation collective a pris une forme... je vais vraiment vous présenter la forme juridique, réglementaire des textes qui ont été publiés cette année. Parce qu'on aurait pu imaginer d'autres formes, mais là je me focalise vraiment sur qu'est-ce qu'on peut faire, quel est le cadre en fait, qui a été mis en place pour l'autoconsommation collective. J'aime beaucoup toujours commencer par là. Donc là, on voit un système classique de vente de la totalité. Alors c'est que c'est un peu schématique, peut-être pour ceux qui ne sont pas trop habitués. Donc là, vous avez un compteur, vous avez les charges d'un consommateur, donc ça représente un consommateur. Là, vous avez donc un autre consommateur. Et là, vous avez une production photovoltaïque, donc qui injecte la totalité sur le réseau public. En rouge, c'est le réseau public, en fait. Ça, c'est important avec la limitation. Là. Donc chaque consommateur est lié au réseau public, et le producteur également. Et finalement, l'autoconsommation collective, c'est globalement le même schéma. Vous avez donc des consommateurs, chacun avec son compteur, et puis un producteur qui va être, pour la plupart du temps, raccordé en injection de la totalité, peut être aussi en surplus sur un consommateur. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. La seule grosse différence, c'est que vous allez avoir ce qu'on appelle, nous, des compteurs virtuels. Donc, vous allez avoir une répartition des flux. En fait, vous allez affecter une partie de cette production au consommateur. Voilà, c'est vraiment ça la grosse différence. La différence, elle n'est pas d'ordre finalement physique, elle va être d'ordre économique et puis virtuel d'affectation de données. Là, une question que je vous pose. L'opération d'autoconsommation collective, à votre avis, est-elle limitée à 3 kW? Non. Sauf si on aurait voulu injecter après le surplus gratuitement, mais non, il n'y a pas de raison. Est-ce que c'est limité à 100 kW? Alors, certains souvent nous disent « Ah oui, c'est limité à 100 kW ». En fait, dans les faits, non. Par contre, cette limite de 100 kW, c'est parce que vous pouvez bénéficier d'un TURP spécifique. C'est-à-dire que potentiellement, vous allez avoir une réduction de taxes, je vais plutôt formuler comme ça, lorsqu'on est en dessous de 100 kW. Je ne vais pas vous redécrire la limite parce qu'il y a des règles, encore une fois, un peu compliquées pour dire qu'est-ce qu'on comprend, quelle puissance on intègre ou non. Mais voilà, c'est pour dire que ce n'est pas une limite en soi. 250 kg n'est pas non plus une limite en soi. Par contre, en fait, ce qui va être limitant, ça va être surtout la puissance possible par rapport à votre poste de distribution publique. En fait, l'opération d'autoconsommation collective, elle se limite à tous les consommateurs producteurs, des consommateurs et des producteurs qui sont raccordés sur un même poste de distribution. Voilà. Donc ça, c'est une limite, c'est le périmètre défini. Un poste de distribution, il peut varier en fait du tout au tout. Ça peut être un petit poste en zone rurale avec 2 clients, avec un poste en zone urbaine avec, je ne sais plus, peut-être 500 clients, je ne sais pas trop les proportions, mais voilà, c'est vraiment l'idée que chaque cas est particulier. Par exemple, il y en a qui ont des projets sur des villages, attention, regardez bien, est-ce qu'il y a un poste sur votre village ou pas, est-ce qu'il y a 3 postes, voilà. C'est lié au poste. Dans cette organisation-là, au niveau de l'opération d'autoconsommation collective, en fait, il a été défini une personne morale organisatrice de l'opération, qui fait le lien entre le producteur, les consommateurs et en fait le lien aussi entre le gestionnaire de réseau, qui n'est pas là, je pense qu'il est ailleurs. Voilà, je ne vais pas vous détailler tout l'enjeu des transactions entre chaque acteur. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a une personne morale qui va avoir ce rôle, notamment de quoi? De dire comment je vais répartir ma production auprès de mes consommateurs. En fait, tout l'enjeu de l'autoconsommation collective, c'est comment je répartis ma production. Vous allez voir qu'il y a une règle par défaut qui est de dire je répartis au prorata de la consommation.
Puis vous pouvez rajouter des règles avec des coefficients. Et on va dire toute l'ingénierie va être là, en fait. C'est choisir les bons coefficients. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer mixer une opération d'autoconsommation collective avec une vente du surplus? Je suis un particulier, je fais une opération avec vente du surplus. Et il se trouve que je ne vends pas tout mon surplus parce que j'ai un voisinage qui est prêt à contractualiser avec moi. Donc, opération d'autoconsommation collective. À nous tous, on ne consomme pas tout et le surplus est revendu à 6 centimes d'euros du kilowattheure. En fait, l'arrêté tarifaire exclut les opérations d'autoconsommation collective. Donc, si on a le droit d'être en injection du surplus, de dire bah, moi j'en bénéficie sans passer par l'opération compliquée, et après je veux que mon surplus aille à d'autres voisins dans le cadre de l'opération, c'est possible. Par contre, le surplus résiduel, il faudra trouver un acheteur. D'accord. Voilà. Et c'est malheureux. Enfin, nous, on nous dit qu'on veut développer l'autoconsommation collective, et derrière, il n'y a pas de dispositif de soutien dédié. Et le dispositif, en fait, il est sous forme de réduction de taxes, encore non connu aujourd'hui. Voilà, c'est ça aussi qui est important que je vais peut-être souligner, c'est que le producteur, là, il n'a pas un rôle de fournisseur. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'obligation toutes les obligations du fournisseur. Il a une sorte de statut approprié, c'est que lui, il va effectivement approvisionner des consommateurs, mais il ne va pas endosser le statut fournisseur, ce qui allège aussi la notion de taxe. Il n'a pas l'obligation de collecter toutes les taxes. Et c'est là toute la question, en fait. Et tout l'intérêt de l'autoconsommation collective, c'est au final comment va être taxée finalement la production qui va arriver au consommateur qui est local. Donc là, c'est Enertech là, qui a découpé le tarif bleu. Donc là, on est sur le tarif réglementé. Là, l'exercice pourrait être fait pour chaque type de tarif, avec votre fournisseur, etc. En disant que là, on a en bleu la part vraiment réelle de production. Et puis là, on a toutes les taxes. Donc, l'enjeu, on voit bien qu'à 5,4 centimes d'euros le kilowattheure, on ne va pas forcément pouvoir rentabiliser l'installation photovoltaïque. Donc l'enjeu, c'est d'essayer de pouvoir la vendre un peu plus cher et donc du coup d'éviter finalement certaines taxes. Encore une fois, on n'est pas là pour éviter, contourner la loi ou autre. L'enjeu, c'est vraiment parce qu'on a besoin de développer du photovoltaïque, qu'aujourd'hui, les dispositifs de soutien peuvent être pas toujours adaptés. Du coup, on a du mal à développer des projets. Du coup, les envies font qu'on arrive avec des projets d'autoconsommation collective. Donc, l'enjeu, c'est de dire comment faire en sorte que ces projets puissent sortir. Là, le TURP variable, c'est donc le TURP que paye le producteur sur sa part d'électricité. Aujourd'hui, toute la discussion au niveau de la CRE, qui a lancé une conférence et des ateliers, ça va être à quel montant on va le mettre pour ces projets spécifiques. Des projets où finalement on utilise entre guillemets peu le réseau parce que la production est très proche de la consommation. Il y a les questions de CSPE, TCFE. Donc là, les interprétations des juristes ne sont pas tous les mêmes. Il y en a qui disent c'est bon d'exonérer, d'autres qui disent que non. Donc nous, on attend un petit peu les confirmations. Puis la TVA, a priori, on doit toujours la payer. Voilà, donc tout l'enjeu, c'est quand même de dire, pour que le modèle sorte, c'est à combien quelle taxe, comment on va me taxer quelque part en fait sur ma production que j'achemine directement au consommateur. Important aussi, en fait, c'est que dans ces configurations-là, clairement a été indiqué le monopole d'Enedis sur le comptage. Vous ne pourrez pas faire des comptages privés, c'est Enedis qui fait son comptage public, qui lui va faire les clés de répartition. Il a été défini un pas de temps de 30 minutes. Vous n'allez pas pouvoir, entre guillemets, jouer sur le fait qu'il y en a un qui consomme plutôt un moment et puis l'autre non. Chaque consommateur va être pris individuellement toutes les 30 minutes. Il n'y a pas vraiment de mutualisation finalement collective. Donc ça, c'est des choses qui sont actées. Et je voulais vous montrer un exemple de l'importance en fait, de bien choisir sa clé de répartition. Comment on répartit la production? Alors, dans l'exemple, on est en plein été. On a une production photovoltaïque qui est plus élevée que la consommation générale, la somme de tous les consommateurs. Et du coup, ce qu'on appelle nous l'autoproduction, là dans cette case-là, c'est l'autoproduction, on va dire physique. Voilà, on a produit tant et puis sur place, ça a été consommé tant. Là, dans cette opération, on a limité à 3 consommateurs. Et on est parti sur le défaut. Donc la règle par défaut, c'est proportionnel à la consommation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque pas de 30 minutes, donc là c'est ce que je vais vous proposer, on va focaliser sur un pas de 30 minutes, on va regarder combien chaque consommateur a consommé, et puis ensuite on va dire lui il a consommé 50%, donc il va avoir 50% de la production. Donc là c'est le cas, donc une personne elle a très peu consommé, c'est un consommateur qui n'était pas vraiment là chez lui, donc lui quelque part tout va être approvisionné par la production locale.
On a celui qui est pareil, alors pardon, il est un peu plus consommé, mais du coup, en proportion, il y avait suffisamment, donc il a toute la production aussi locale. Et puis, il y a celui, en fait, ils ont tous finalement été complètement approvisionnés, donc pas besoin d'acheter de l'électricité en complément. Et donc, dans cette configuration, là, on a généré du surplus. Effectivement, donc le producteur a du surplus qu'il ne peut pas vendre dans le cadre de l'obligation d'achat. Donc, c'est important aussi de se rendre compte que vous allez des fois générer du surplus et donc trouver des solutions aussi de valorisation. Là, en l'occurrence, il génère quand même une moitié de surplus. En hiver, la problématique est différente parce que la production est plus faible que la consommation. En tout cas, dans l'exemple, c'était comme ça. Et donc là, on voit vraiment la répartition. Ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, là, le prorata, c'est qu'on calcule effectivement la part du consommateur par rapport à la consommation totale, et donc on lui a fait l'ensemble de la production. Voilà, donc là, il n'y a pas de surplus. La difficulté de cette règle, enfin, la simplicité de la facilité de cette règle, c'est qu'il n'y a pas de coefficient calculé, ça va être fait par Enedis, qui n'est pas encore prêt aujourd'hui à le faire, mais qui va respecter la loi, donc va se mettre à pouvoir, mettre en œuvre tous les algorithmes pour le faire. C'est que du coup, quelque part, vous favorisez, on peut l'entendre comme ça, on n'a pas toujours tous le même avis, mais que vous allez favoriser le plus gros consommateur. En tout cas, celui qui était là à ce moment-là, il va prendre plus de production locale en proportion. Donc ça peut aussi, des fois, on peut se dire, est-ce que pourquoi, en absolu, il a eu plus que son voisin, juste parce que lui, il a peut-être plus consommé. Ça peut poser question aussi en termes de, alors je ne sais pas s'il faut dire égalité, il y a plusieurs termes, voilà. Mais voilà, donc ça je trouve une réflexion à avoir. On va dire qu'en relatif, chacun a la même chose, mais en absolu, non. Voilà, je laisse la question. Après, chacun est à même d'y répondre et de trouver sa bonne réponse. Du coup, une autre possibilité, par exemple, c'est de dire non, je vais répartir différemment. Alors, on peut imaginer, par exemple, un lotissement où chaque producteur a participé à l'investissement photovoltaïque et puis il y en a un qui a participé plus que l'autre. Alors, forcément, c'est plus logique qu'il ait plus. Donc, du coup, on a pris toujours les trois consommateurs. L'un qui aura 60% parce qu'il aura investi 60%, l'autre 20% et l'autre 40%. Pardon, du coup, on ne le voit pas, mais c'est le 20% restant. Et en fait, là, la problématique, c'est que quelque part, vous êtes plus juste avec son part d'investissement, mais c'est que le premier, à qui on va donner 60% de la production, en fait, lui, donc là, j'ai focalisé sur entre midi et demi, il n'est pas là, il a peu consommé. Donc, on va lui donner beaucoup de production, mais il n'était pas là. Donc, ça génère du surplus. Il ne peut pas le donner aux autres voisins. Voilà. Donc ça, c'est important aussi, attention de ne pas tomber dans l'autre piège, entre guillemets, de vouloir trop équilibrer par rapport à l'investissement, par exemple. Enfin, voilà, il y a quelque chose d'important. Moi, j'aurais bien en tête imaginer quelque chose d'hybride, ce qui peut être possible, il faut faire les calculs, mais d'avoir une base, on va dire, commune, et puis après, plus flexible selon la consommation. Aujourd'hui, Enedis propose un dispositif transitoire. Ils n'ont pas encore publié leur documentation, mais ça va être bientôt le cas, dans lequel ils ne sont pas capables, eux, de faire tous ces calculs compliqués. Donc, pour l'instant, ils veulent tester juste par rapport à un coefficient fixe. Voilà, ils ne vont pas être plus compliqués que ça. Donc, aujourd'hui, vous pouvez commencer à initier des projets, en tout cas d'autoconsommation collective. Mais voilà, Enedis n'est pas prêt à vous donner toutes les clés pour que vous puissiez faire tous les calculs qui vous conviendraient. L'idée, c'est que normalement, ils vont avoir des retours d'expérience et qu'en 2018, ils imaginent avoir un catalogue de formules un peu pré-mâché pour que ça puisse aussi se faire plus facilement de leur côté. Et la grosse inconnue aussi, du coup, c'est quel coût de ce clé de répartition, le fait de répartir tous ces flux, ça va avoir un coût. Qui va payer? Est-ce que c'est les producteurs? Ce qui va pouvoir encore alourdir l'opération? Est-ce que ça va être pris en charge autrement? Voilà, donc encore beaucoup de points d'incertitude. Voilà. Mais s'il y a des projets dans la salle, n'hésitez pas aussi à venir me voir. Moi, ça m'intéresse aussi de vous redonner les contacts en fait, vers Enedis et puis éventuellement vous suivre pour que nous aussi, on puisse avoir ces retours terrain de vos difficultés et aussi des réussites. Voilà, moi, j'avais la question, mais je vais la passer. Donc voilà, attention à ce surplus. Et je le redisais, donc là, très clairement, vous n'êtes pas en capacité, effectivement, de vendre le surplus dans le cadre de l'arrêté tarifaire. Et du coup, moi, je vais en avoir fini là. Donc, juste pour vous rappeler qu'on anime donc, le site internet photovoltaique.info, qu'on a un article sur l'arrêté tarifaire. C'est important que je vous l'annonce parce qu'en fait, mon support va sans doute être déjà plus à jour dans 1, 2 jours ou 3 jours parce que tout change tout le temps. Et donc là, l'article, il a vocation à être, lui, mis à jour régulièrement. Voilà. Donc en gros, ne prenez pas acte sur ma présentation parce qu'elle reste figée et ça changera prochainement. Oui. Alors,
Voilà, le coût du TURP évolue, qu'on soit dans un sens ou dans les deux sens, le TURP n'est pas le même prix. Voilà, en tout cas, l'usage du réseau fait que vous aurez à la fois à payer des coûts de raccordement s'il y a besoin de les payer. C'est-à-dire que si vous avez des coûts importants d'extension, par exemple, ou des coûts d'extension tout simplement, et puis vous aurez à payer le TURP. Mais après, il n'y a pas de... Enfin, c'est possible aujourd'hui de vendre à un tiers. Enfin, encore une fois, c'est juste que les conditions économiques font que ce n'est pas intéressant. La logique, la prudence, c'est que le paiement de l'utilisation du réseau soit à la charge du consommateur et non pas du producteur, du surplus. Alors aujourd'hui, ça reste à la charge du producteur. Je ne vais pas me détailler, mais il y a un TURP spécifique autoproducteur où vous avez une petite ristourne, entre guillemets, sur la partie gestion du contrat. Je ne vais pas m'étaler parce que ça va être un peu long, je pense, après. Puis c'est un peu dans des détails un peu précis. Sachant aussi qu'on va de plus en plus avancer vers une notion un petit peu d'être producteur et consommateur. Enfin, nous, on tend un peu vers ça. On en a marre d'avoir un contrat parce que vous êtes consommateur, un contrat parce que vous êtes producteur. Maintenant, l'idéal, ce serait qu'on soit considéré comme un producteur-consommateur. Là, je parle à l'échelle individuelle. L'échelle collective, c'est une autre démarche, parce que le consommateur, ce sera une offre de producteur comme il y aurait une offre de fournisseur. Enfin, c'est deux choses. Je vais peut-être passer quand même la parole. Je vais juste reterminer. Donc, nous, on a une permanence téléphonique. Voilà, n'hésitez pas à nous appeler si besoin également. Alors, on a vu que les projets... Alors, le cadre n'est pas encore défini pour totalement ciselé, on va dire, pour l'autoconsommation collective. Les projets vont nécessiter, vous l'avez compris quand même, plusieurs types de compétences, plusieurs types d'acteurs. Comment développer le photovoltaïque? À quel endroit s'investir en termes d'énergie humaine et financière pour développer le photovoltaïque? Anne-Claire l'a rappelé au début, on a des objectifs, je vais dire, sympatoches, de développement du solaire photovoltaïque. On n'est pas l'Allemagne non plus. Voilà, 10 gigas en 2018, on sait déjà qu'on ne va pas les atteindre. En même temps, c'est vrai qu'avec des cadres pas forcément bien définis, c'est un peu compliqué. 20 gigas en 2023. Par contre, vous avez vu que les objectifs... Alors, si on voulait faire du photovoltaïque sur toiture, on avait une limite quand même liée à l'obligation d'achat, parce qu'il ne faudrait pas trop en faire. Je ne sais pas pourquoi. Les appels d'offres, c'est bien, parce que voilà, il y a des projets, ça prouve qu'on peut faire du photovoltaïque, ça permet de battre des records en termes du prix du kilowattheure solaire. C'est intéressant, ça prouve que la France en a sous le pied, je vais dire. Mais finalement, c'est de la concurrence. Comment après valoriser la part ajoutée au bâtiment? C'est bien pour mettre en valeur l'aspect solaire énergie, mais après que le solaire a une valeur ajoutée au bâtiment. Et aussi pour permettre aux acteurs, vous acteurs qui êtes dans la salle, tiens, j'ai envie de sortir un projet, j'ai envie de vendre l'électricité sur des gros projets supérieurs à 100 kW crête, de la valoriser autrement que du gré à gré. Je passe par un appel d'offres, oui, mais après, est-ce que je suis sûr d'avoir de concrétiser? Pas sûr. Il y a un autre truc qui fait mal aussi, du coup là je vais voir, hop, ouais super, ça marche. Un autre truc qui fait mal, c'est les effets d'annonce. Vous avez entendu parler de la route solaire, je ne critique pas le produit, c'est pas du tout le but, c'est juste de dire, attention, il n'y a pas de solution miracle, c'est pas la route solaire qui va faire que le solaire va se développer vachement. Ça, c'est un produit en R&D, donc il y a des tests, c'est très bien, mais il faut aussi se rappeler que l'énergie, c'est bien de la produire près d'où on consomme, donc c'est bien de la produire à proximité des bâtiments, et pourquoi pas sur toiture. Alors, donc on a vu qu'au niveau national, alors c'est compliqué, il y a des lobbies qui sont bien développés, qui qui tiennent le stylo à la DGEC, donc au ministère de l'Environnement. Par contre, au niveau local, là, c'est là où on va pouvoir faire des choses sympas. Alors, il y a les plans d'action régionaux. Alors, je vous épargne les sigles barbares. Il y a le schéma de développement économique. Alors, peut-être que des acteurs parmi vous ici ont participé au schéma de développement économique, SR2I, finalement, je l'ai dit, de la région de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a moyen d'y intégrer le photovoltaïque, d'y intégrer les énergies renouvelables. Et les schémas régionaux de développement durable aussi, il y a des choses à dire. Bon, là, il y a pas mal de moyens déjà d'agir en tant qu'acteur local dans la politique de la région. Après, si on zoome, qu'on voit au niveau du territoire, il y a les plans climat-énergie. Alors, je crois qu'en plus, ils sont en train d'être révisés. Je sais qu'il y a aussi les schémas de cohérence territoriale. Donc là, après, bon, je pense que ça pourra susciter des échanges après entre vous. Mais il y a des moyens vraiment concrets d'intégrer des objectifs photovoltaïques pour les collectivités et pour les collectivités. Un truc super aussi, territoire énergie positive. Il y en a un pas trop loin d'ici, il y en a sûrement d'autres, à la CCSB.
Et là, c'est vraiment un super moyen de développer le solaire, parce que en fait, ces territoires, ils disent, en 2040, 2050, j'aimerais bien que tout ce que je consomme sur mon territoire, eh ben, je le produis aussi sur place. Et là, on voit vraiment que c'est un formidable levier pour créer des projets photovoltaïques. Alors, je faisais un petit peu de pub pour les structures. Alors, je parle aussi des syndicats qui sont là, je parle de la Fédération du bâtiment parce que j'en fais partie, mais qui sont là pour accompagner les installateurs et participer à cette démarche. Et il faut y croire. Il faut y croire, pourquoi? Donc ça, c'est des chiffres qui sont assez récents. Ça date d'octobre 2016, à peine un an. Le solaire, tout le monde kiffe. Vraiment, c'est l'énergie avec 93% d'opinion positive. Alors là, on bat tous les présidents depuis les débuts de la République. 8 Français sur 10 pensent que le développement de l'énergie solaire peut créer des emplois locaux. Nous, on en est persuadés, on est là pour ça. Contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. En fait, ça prouve surtout qu'il y a 2 Français sur 10 qui sont très très mal informés. Et après, quand même, 90% des Français qui sont favorables au développement de projets locaux, ici, chez vous, chez nous, de projets d'énergie solaire. Et j'ai aussi un chiffre qui était intéressant, si je ne me trompe pas, il y avait 70% des gens qui étaient prêts à en avoir sur leur toit. Malgré le fait qu'en 2011, quand on travaillait dans le solaire, on avait tendance à raser les murs, parce que bon, l'opinion n'était pas forcément bonne, mais les Français, non, quand même, ils attendent. Ils attendent que vous leur proposiez des projets, ensemble. Et ça, c'est chouette. Alors, je vous l'avais dit, je travaille avec les installateurs. Là, je présente comment aborder le marché photovoltaïque. Alors, c'est écrit très petit, vous ne voyez pas forcément. Il y a vraiment des choses à se rappeler. Choisir ce qu'on va faire, quels sont les segments de marché, avoir des gens qui maîtrisent la compétence. Alors, soit vous travaillez en réseau avec d'autres installateurs, soit un couvreur, un électricien, etc. Donc, il y a besoin des compétences bâtiment. Il faut évidemment choisir ce qu'on va poser. Vous avez parlé des avis techniques tout à l'heure. Il faut aller voir son assureur, l'informer quand même qu'on va avoir une nouvelle activité. C'est bien de le tenir à jour. Il va être content, puis il va même aussi être force de proposition. Enfin, il va pouvoir vous accompagner sur le marché. Se qualifier, c'est important, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et évidemment, ce qui est important, c'est de s'appuyer. Alors, je vous demande juste s'il y a des installateurs dans la salle. Voilà. Et donc, s'appuyer sur les autres acteurs qui sont présents pour développer les projets. Je pense que c'est ce que vous faites déjà. Et évidemment, sur les collègues. Retour d'expérience. Pour l'instant, je pense qu'on n'est pas assez pour qu'il y ait la concurrence, grosse concurrence, et que le jour où on se battra pour... Enfin, qu'il y aura du PV partout, là, on pourra commencer à se regarder en chien de fusil, j'ose dire. Je ne sais même pas si l'expression est juste. Alors, quels argumentaires poser? Alors déjà un truc, on en a parlé tout à l'heure, le tarif de l'électricité, comment il augmente? Alors la CRE, elle dit 5% par an à peu près, quand on regarde l'évolution du tarif, c'est ce qu'on voit. C'est un truc qu'on peut présenter finalement à son client, on se dit, actuellement, le marché de l'électricité, le prix est assez faible, ce que vous payez pour financer le réseau, ça a augmenté, là c'est des chiffres au niveau européen, par contre, depuis entre 2008 et 2014. Et les taxes, alors les taxes par contre, ma bonne dame, vous êtes sûr, ça augmente. Forcément, on s'attend à ce que les chiffres augmentent, et on peut le prouver avec l'historique et en décomposant le tarif réseau. La réglementation est compliquée, mais c'est aussi un levier de marché. Alors j'ai encore rappelé les objectifs de puissance, je ne vais pas revenir dessus. La future réglementation thermique, après je fais un petit zoom dessus, c'est un levier. Je vais passer les chiffres ADEME, mais on voit quand même, par rapport à la cible de 300 mégas, je crois que c'est ça sur les toitures, là les chiffres ADEME, donc, qui datent quand même de 2015, 550 et 900 mégawatts crête sur les bâtiments neufs résidentiels ou tertiaires. Plutôt des petits projets. On ne sera pas sur de l'appel d'offres. Et on est bien au-delà de la limite qui nous est imposée, entre guillemets. Donc on va voir quel est le levier derrière. La loi biodiversité, il y a un article, je ne me souviens plus du numéro de l'article, et on s'en moque, mais ce qui est important, c'est de savoir que pour les nouveaux centres commerciaux avec une surface de vente de plus de 1000 m², on doit faire de la végétalisation ou de la production d'énergie renouvelable. La végétalisation, c'est très bien, ça permet d'avoir des couloirs bioclimatiques, etc. Enfin, biodiversité, pardon. Par contre, comment valoriser la production d'une végétalisation? Les centres commerciaux, et je l'avais dit tout à l'heure dans les leviers de marché, c'est des gens qui vont être très demandeurs, qui vont même être imposés parfois, donc pour installer de l'énergie renouvelable et donc du photovoltaïque. C'est quand même plus simple. Et on a aussi
un texte qui est sorti, qui incite les collectivités, quand elles le peuvent, je crois que c'est écrit à peu près comme ça dans le texte, d'avoir des bâtiments qui sont exemplaires au point de vue énergétique et au point de vue environnemental. Exemplaires au point de vue environnemental. Alors, slide barbare. Ici, je rappelle les 3 critères de l'RT 2012. Grosso modo, ce qu'on consomme dans la maison, ce qu'on consomme surtout sur la partie chauffage, éclairage et refroidissement, et le confort d'été. Vu que ce n'était pas assez simple, alors, la future réglementation environnementale, alors avec le changement de gouvernement, on ne sait pas trop quand ça va arriver, mais on sait que ça va arriver, 2020 on pense. On ajoute le critère énergie, et le critère carbone. Le critère énergie, c'est là où on va pouvoir, c'est vraiment le levier pour les futurs projets. On a 4 niveaux. Critère énergie, c'est quoi? C'est en fait, tout ce que j'utilise, je vais le compenser par du renouvelable. Alors, niveau 1, niveau 2, on est à de la RT 2012, moins 5-10%. 3 et 4, le 4, ça va être le vrai BEPOS. Et là c'est des trucs qui vont être, où vraiment, enfin, comment on va faire pour avoir du vrai BEPOS sans production renouvelable in situ? Grande question. Par contre, attention, l'importance du local. Ici, on a une obligation qui va être nationale, et là, on va avoir une incitation qui va être régionale. Donc si, dès maintenant, vous ne manifestez pas en disant eh ben, la nouvelle réglementation, il faut y aller, il faut l'anticiper, on va avoir des obligations nationales qui seront gentillettes, on va passer totalement à côté du BEPOS et de la production proximité des bâtiments. Je vous parlais d'exemplarité des bâtiments publics. On est ici au niveau d'énergie. Il y a d'autres choses, en effet, mais c'est un super levier pour proposer du photovoltaïque. Et après, on va le voir, on peut le valoriser, hein, c'est un intérêt pour le bâtiment. Ici, alors j'ai mis en orange, attention, l'impact carbone, alors c'est aussi un critère qui calcule combien va coûter le bâtiment en termes de carbone. Le photovoltaïque, on n'a pas de bol, on s'est pris des chiffres qui étaient définis comme ça. Donc c'est assez pénalisant, mais là, c'est vraiment aux fabricants de modules de travailler pour sortir des fiches qui vont être intégrées dans le moteur de calcul pour qu'on ait des trucs qui soient réalistes. Alors, il y a encore un peu de temps, en 2020, après pour l'application, sachant que dès maintenant, il y a quand même un truc qui s'appelle le label E+C- qui anticipe ça. Donc il y a déjà possibilité d'avoir des projets et aussi de valoriser les bâtiments. La valorisation du bâtiment, justement. Déjà, je vous en ai parlé tout à l'heure, le fait de produire sur place, on a une électricité, je vous l'ai dit, l'électricité photovoltaïque par rapport à l'électricité réseau qui va augmenter, finalement, plus tard, on est déjà là sur certains projets, elle va être moins chère. On va avoir un coût d'usage du bâtiment qui va baisser. On va avoir un bâtiment qui fait office de bâtiment, mais en plus, va produire. Et ça, c'est bien. C'est pas moi qui le dis, c'est les notaires. Il y a une étude des notaires. Ça justement, c'est de là d'où vient ma carte, là. Pour des niveaux de bâtiment, enfin niveaux d'énergie qui sont A, etc., ben, on a une plus-value sur le bien, sur le bâtiment, sur la maison. C'est quand même bien, ce qui s'appelle la valeur verte. L'intérêt aussi, c'est qu'à la base, on a un bâtiment qui ne produit pas, etc., puis on se dit, oui, mais ce bâtiment, tiens, j'ai une toiture terrasse, je vais devoir mettre des garde-corps. Pourquoi on n'ajouterait pas de la production sur le garde-corps? Tiens, je vais avoir des rambardes. Pourquoi on ne mettrait pas la production sur ces rambardes? Il y a vraiment une autre façon d'imaginer l'association de la production sur le bâtiment, où le bâtiment, lui, va récupérer l'intérêt des coûts fixes, et on aura une partie juste, on va positiver des petites parties du bâtiment qui vont se rentabiliser rapidement. Et on a aussi possibilité après de faire d'autres travaux. Par exemple, pauvre monsieur, votre toiture, elle va mal, je vais vous mettre des tuiles normales, je vais peut-être penser aussi à vous mettre du PV, il y a sûrement moyen de faire des choses vraiment de profiter. Je parle de rénovation d'étanchéité, je parle aussi de désamiantage, opération de désamiantage. Après, pourquoi pas passer par du solaire. Il y a vraiment, je vous le dis, des leviers liés au bâtiment qui sont à trouver. Et sûrement d'autres que ceux que j'indique ici. Alors un levier concret aussi sur notre région, donc Auvergne-Rhône-Alpes. On a donc eu un schéma régional air, climat, énergie, et qui avait des objectifs assez ambitieux en solaire. Donc le constat aujourd'hui, c'est qu'on est encore loin de ces objectifs, qui étaient des objectifs pour 2020, si je ne me trompe pas. Voilà, donc on a encore quelque part du beau potentiel pour essayer d'atteindre ces objectifs.
et vous dire aussi ce qui se passe donc, dans la région en termes d'aide financière. Donc vous vous rappelez, ça fait un moment qu'elle est existante, celle-là, c'est une aide à la décision de l'ADEME pour les projets d'autoconsommation. Donc c'est une aide en fait pour financer une partie des études d'autoconsommation. Donc aujourd'hui, c'est vrai le constat, c'est qu'elle est peu utilisée parce que les personnes, elles attendent de l'aide à l'investissement. Voilà. Mais bon, en tout cas, si vous avez des réflexions sur l'intérêt ou non de faire une étude d'autoconsommation, vous pouvez bénéficier d'une aide. Il y a aussi 2 appels à projets régionaux qui sont encore en cours, qui fonctionnent au fil de l'eau et qui sont très centrés sur l'aspect local. Donc, projets partenariaux décentralisés d'énergie renouvelable. Donc, c'est pas que pour le photovoltaïque, mais vraiment avec la notion d'avoir une société locale de production avec des citoyens, des collectivités, etc. On est sur des cibles plutôt au-delà de 9 kg, mais avec des grappes qui sont possibles. Voilà, des projets de territoire, comme on peut le dire parfois. Et puis, on a aussi un appel à projet innovation expérimentation territoriale, où là, on va aller un peu plus loin dans le côté expérimentation. Notamment, il y a stockage et surtout optimisation, etc. Voilà. C'était pour vous les rappeler. Les cahiers des charges sont disponibles sur le site de la région. Donc, n'hésitez pas aussi à aller profiter de ces initiatives. Voilà. Je pense qu'ils sont toujours bienvenus. Enfin, de ces soutiens, on va dire, locaux, toujours bienvenus. Donc là, le but, c'était ensuite de présenter GMPV, ce que c'était. Je vais aller très vite là-dessus, parce que je pense que l'important, c'est pas forcément de parler de moi, de parler de vous après des projets, de vos questions. Alors, ce que c'est une union de métiers. Donc la Fédé, il y a plein de métiers, il y en a 34. Alors ça va du plus simple, où on prend tout de suite l'électricien, à la personne qui pose les centres industriels. Pour la partie solaire, vu qu'il y a 7 métiers qui sont intéressés, donc électricien, couvreur, étancheur, génie climatique, métallier, façadier, professionnel du verre, là on voit vraiment la multiplicité des corps d'État qui vont être touchés par la positivation de la partie, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, du bâtiment. Et du coup, au lieu qu'ils se disent chacun on va traiter le truc dans notre coin, on va le traiter ensemble. Un peu aussi finalement ce que vous allez faire, ce que vous faites déjà au niveau départemental, au niveau régional. On va travailler ensemble et puis on aura une personne ou un groupe, enfin une union qui sera sur le sujet. Alors l'intérêt, c'est que du coup, nous on est là en tant qu'interlocuteur et qu'on a vraiment envie de porter avec vous le dynamisme au niveau local en vraiment pas privilégiant, mais je dirais en accordant une place importante à l'installateur, parce que vous l'avez vu tout à l'heure, le mec qui touche au bâtiment, c'est aussi le mec qui prend l'assurance et le mec qui prend les risques. Donc c'est important que les installateurs, et aussi c'est eux qui créent les emplois, c'est eux qui créent les emplois locaux, c'est important que les installateurs soient reconnus et respectés pour leurs compétences. Voilà. Hop, je passe ça. Alors j'avais quelques exemples de réalisation, mais ils datent un peu et je pense que ça serait peut-être plus intéressant de vous laisser justement présenter les vôtres si vous en avez actuellement en cours ou déjà réalisés. Merci pour vos questions et pour votre sympathie. Merci beaucoup à nos 2 intervenants.